Salut, cette semaine, je suis avec Robert. Robert qui, ben oui, je peux le dire, qui est Monsieur Robert Piché, connu aussi sous l'expression le commandant Robert Piché, parce qu'il était commandant et pilote, et qui a passé à travers quelque chose qui est dans nos livres d'histoire comme un exploit incroyable. Et je vais le laisser vous expliquer un peu à quel point lui n'a pas vu ça nécessairement comme un exploit ou du fait de voir ça comme un geste héroïque. Moi, j'ai adoré discuter avec Robert. C'était une conversation excitante, palpitante, et son approche de la relation avec certains de ses comportements et l'identification de ses comportements, moi, m'ont inspiré énormément. Et je vais vous laisser avec Robert vous conter un peu le fil de sa vie, mais je vous laisse aussi avec la recommandation, le commentaire de partager la page Facebook, faites connaître le podcast, laissez une note ou un commentaire ou une appréciation à travers le système d'étoiles ou le système de pouces. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Robert. Bonne écoute. Salut Robert, ça va bien? Bonjour, ça va bien Alexandre, toi? Ben oui, ça va bien. Comme je fais à toutes les semaines, je rewind la cassette, c'est-à-dire qu'on recule à soit la première fois que toi tu touches à de la consommation ou la première fois qui te marque que tu vois de la consommation autour de toi. Ben moi, je peux rewinder ma propre cassette moi aussi. Très jeune, moi, je me suis aperçu que je ne fitais pas. Tu comprends? À quel âge? Je te parle de 7-8 ans. Là. OK. Quand j'ai commencé à l'école, je ne fitais pas dans une gang. Puis j'en regardais les autres enfants, puis ils faisaient des affaires que moi, je faisais pas. Puis je comprenais pas pourquoi ils faisaient ces niaiseries-là. Puis la manière qu'ils se comportaient... Puis je comprenais pas, bien entendu. J'ai 7-8 ans. Et puis j'ai personne pour m'expliquer ça. Puis je sais même pas, moi, comment l'expliquer à quelqu'un si jamais j'avais envie d'en parler à ma mère. Puis je savais même pas que j'avais besoin d'en parler. Je me disais juste, ben ils sont pas comme moi. Ou ben non, c'est moi qui est pas comme eux autres. Puis même, je me posais pas de questions. Mais j'avais un sentiment. Pas que j'y pensais, que je réfléchissais. Mais j'avais un sentiment que je fitais pas. Puis quand tu dis que tu fitais pas, c'est... Tu sais, aujourd'hui, il dirait, mettons, un reject, là, c'était-tu ça? Tu sais, c'était cette espèce de... Non, est-ce que ça venait des deux sens? Non, okay. J'étais capable de faire partie de du socialiser, groupe. Oui. Ouais, de socialiser. Puis j'avais des chums, je jouais au hockey à balle molle, puis j'étais dans un scout, d'un cadet, tu sais, après ça. Puis j'avais ma gang d'amis proches, tu sais, de chums, mais je sentais que j'étais comme... pas dans le même mood qu'eux autres. Mais c'est un affaire que je comprenais pas. Aujourd'hui, je t'en parle parce que j'ai 18 ans d'abstinence puis j'ai cheminé dans notre fameuse association des anonymes. Mais... qu'est-ce que tu penses que c'était? Aujourd'hui, je peux le savoir parce que j'ai cheminé, mais dans le temps, je ne savais pas. Puis pour répondre à ta question, vers l'âge de 14-15 ans, quand les danses ont commencé, puis courir après les petites filles, puis de la patente, à un moment donné, il y en a un qui est arrivé avec un joint de hache. Personne ne savait dans le groupe qu'on était, c'était quoi du hache. Tu comprends-tu? Il y a un gars qui avait été à Montréal, qui avait ramené ça à Montjoly. Moi, je viens du bas du fleuve. Oui. Puis il y en a un dans la gang qui avait pogné juste un petit bout d'une petite bite qu'il appelait. Là. Il avait fumé un joint, puis on était à peu près 12, là, tu sais. Puis on s'en allait à la salle paroissiale, puis on avait toute notre petite bière. Même la bière, même la boisson ne m'attirait pas plus qu'il fallait. Puis je sentais rien de différent quand je prenais une bière. Mais j'ai pris une puff. J'ai pas fumé le joint complet, j'ai pris juste une bouffe, tu sais, on a un joint sur 12. Ben oui. J'ai senti comme un vent de... Je me sentais comme tout le monde dans la gang. Le sentiment, l'intérieur que j'avais, qui me faisait que je me pensais différent ou que je fitais pas, disparaissait. Clairement, c'était... Tu sais, puis là, c'est une hypothèse, mais tu sais, est-ce que tu penses que c'était l'intoxication qui a causé ça ou c'est l'effet de faire partie tout d'un coup? Non, c'était l'intoxication directement. Oui? Ah oui? Parce que tu t'es senti gelé. Je me suis dit, wow, je savais même pas que j'étais gelé. Tu comprends? On connaissait pas ça. Oui, c'est sûr. Puis je me suis dit, wow, comment ça que je me sens? Puis là, je savais que cette boule-là dans l'estomac que j'avais tout le temps en présence des autres, je ne l'avais plus. Je disais, ouais, non, c'est donc bien merveilleux, cette affaire-là. C'est quoi cette patente-là? C'est la clé du succès. Ouais, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est la clé du bonheur. Tu sais? Mais c'était un peu ma première... Mais j'ai jamais accroché sur les drogues, moi.
Après ça, j'ai commencé au cégep de Chicoutimi. À l'âge de 17 ans, je suis rentré en option pilotage. Puis là, c'était la boisson qui commençait à être de plus en plus présente. Tu sais, puis il faut que je te dise, on était dans les années 70. Oui. Moi, en 70, j'ai 18 ans. Là, tu sais, je veux dire. Fait que j'étais en plein dedans. Puis la vague de Peace and Love arrive de la Californie. Puis la guerre du Vietnam vient de finir. Puis tu sais, puis Led Zeppelin, puis Mazza par là, Pink Floyd, puis les Beatles. Puis la révolution, je suis dedans. Tu comprends? T'es assis dedans. Fait que là, j'étais comme... que je peux me rendre compte aujourd'hui avec mon cheminement que je pensais pas à ce moment-là que c'était ça, c'est que moi, je t'embarquais dedans les 2 pieds joints. Tu sais, je veux dire, c'est dans l'euphorie de la vie. Ouais. Tu comprends? Si je recule juste un peu, peux-tu me faire une photo de famille? Tu sais, la fratrie, les gens qui avaient autour de toi, les parents, tu sais, ça ressemblait à quoi? Ben moi, je viens du temps que la mère était à la maison puis élevait les enfants, puis le père, il travaille, puis moi, mon père était voyageur de commerce, comme il appelait dans le temps. Là. Oui. Puis il est plutôt parti. Tu sais? Il est chez nous, mais il est souvent parti. Quand il arrive, c'est pour la discipline, souvent. Puis mon père, c'est un gars qui prenait un coup pas mal. Fait que lui, il était dans son milieu à lui, dans son cheminement à lui, quand la vague des AA est arrivée au Québec. Il a parti des groupes en Gaspésie, parce que son territoire, c'est la Gaspésie. Puis il a embarqué, lui, 2 pieds joints dans le mode de vie des associations anonymes, puis il est rentré là-dedans. Tu l'as connu, donc, plus abstinent. Oui, moi, le souvenir que j'ai, mon premier souvenir que j'ai de mon père, plus jeune que je suis, là, il est abstinent, puis il fait partie des AA. Okay. Puis il s'occupe du monde. T'sais, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, tu pouvais prendre un alcoolique, puis l'amener chez vous, puis il couchait chez vous, puis ta mère, il donnait à manger. Puis là, tu le surveillais, puis de temps en temps, tu lui donnais un petit once de boisson pour pas qu'il parte d'un transe. Puis, tu sais, je veux dire, c'était de même dans le temps. Mais classique Bill et Bob, là. C'est-à-dire, si les gens... Bill et Bob commençaient. Exactement. Ça fait quoi, 80 quelques années que ça existe. C'est ça. Si t'écoutes My Name is Bill Watson, là, que je recommande à tout le monde, c'est pour moi, là, avec même James Wood... Même si c'est pas un Wood, problème de consommation. c'est exceptionnel, ce film-là. Moi, je l'avais écouté... Je dis en blague, mais tu sais, on m'avait forcé de l'écouter en traduit en français à la maison de thérapie où je suis allé. Puis il y a quelques mois, je me le suis tapé dans sa version originale. C'est un film incroyable. Et moi, ce que ça me fait du bien, c'est que ça me ramène à la base, c'est-à-dire que avant toute chose, ce que c'est quelqu'un qui comprend. Là, tu sais, c'est 2 personnes qui vivent le problème, qui échangent, puis qui, par une force hors du commun, là, ça leur enlève force le goût. Supérieure. C'est ça. Par une puissance supérieure, pour utiliser les termes. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Ça leur enlève le goût de consommer. C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, il y a des réunions, il y a plein d'affaires, puis il y a eu de la littérature. Il a cherché, il a fouillé, il est allé voir dans plusieurs religions, il a testé, il les a toutes vues, il a parlé des gros spécialistes, des personnages éminents. Exactement. Et c'est ça qu'il faisait. Il allait dans les hôpitaux, il disait c'est qui votre plus magané, on va le ramener, puis on va essayer ce qu'on est en train de faire. Fait que toi, tu l'as connu juste. Puis après ça, la fratrie, frères et sœurs? Ben moi, c'était les fameux temps des cours classiques. Oui. La majorité des gens n'ont pas connu ça, mais ceux de notre âge, ils ont connu ça. Là. Mes 2 frères qui étaient plus vieux que moi je suis le 3e de la famille, on est 4, j'ai une sœur qui est plus jeune, qui habite ici, Sainte-Julie d'ailleurs. C'est bizarre. Hein? Je m'en vais avoir après, j'en profite pour l'avoir. Mais mes 2 frères sont au collège classique. Fait que très jeune, j'ai pas de frères. Ouais. Je suis comme le plus vieux de la famille parce que mes frères sont tout le temps au collège classique. Puis à partir de l'âge de 10-11 ans, là. C'est ça. Puis mes autres, quand ils s'en vont là-bas, moi, j'ai 4-5 ans, là. Fait que je les perds de vue. Fait que j'ai pas vraiment une relation avec mes frères. OK. Mais j'ai une relation famille-frère, mais pas vraiment. Hey, mon frère, c'est mon body. La fratrie, là. Puis mon frère, le plus vieux, est supposé me montrer comment ça marche les patentes. Exactement. Fait que t'as pas ça. J'ai pas ça, tu sais. Puis j'ai mon père qui est sur la route, ma mère qui fait son possible avec les 4 enfants. Puis, absolument. Puis il n'y a pas vraiment de psychologie dans ce temps-là. Il n'y a pas de marche à suivre. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de marche à suivre, mais dans ce temps-là, c'est encore moins. C'est que la mère s'occupe des enfants, puis elle fait de son mieux avec ce qu'elle a, avec elle, ce qu'elle a eu dans son temps. Absolument. Comme nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a eu avec nos enfants. Exactement. Fait que tout ça mélangé ensemble. Puis avec mon histoire de ne pas me sentir... Tu sais, de ce mal-être de vivre que j'ai de vivre avec les autres, bien, à l'âge de 17 ans, je m'en vais au cégep de Chicoutimi. La première fois, je pars de chez nous, puis je suis bien tout seul. Je suis pas un gars qui est rejet, mais je suis un loner. T'es un solitaire. Je suis un solitaire. Je fais mes affaires tout seul, puis je réalise très jeune à cet âge-là, 15, 16, 17 ans, que j'ai pas besoin des autres pour faire mon chemin.
Ça, je retiens ça un peu de ma mère parce que je compte ça souvent quand je fais des partages dans les associations anonymes. J'ai souvent ma mère à l'âge de 17 ans, en 1933. Sa mère est morte, elle avait 13 ans. Puis 4 ans plus tard, ma mère décide de partir de Chandler, en Gaspésie, venir travailler à Montréal à l'âge de 17 ans, en 1933. C'est pas des farces, une fille, là, ça vient à Montréal tout seul. Ça prenait un front de bœuf, pas à peu près. Incroyable. Moi, j'ai retenu ça de ma mère, puis ma mère est devenue l'honneur parce qu'elle a décidé elle-même de prendre son destin en main et pas rester comme ses sœurs et ses frères en Gaspésie. Puis comme mère au foyer aussi. Comme mère au foyer, c'est ça. Fait qu'elle a décidé de faire ça. Puis j'ai retenu ça, tu sais, je retiens ça. On parlait de génétique tantôt. Oui. Ben, je retiens ça probablement de la génétique de ma mère, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire mes affaires tout seul, d'une manière loner, puis tout en m'intégrant dans un groupe, mais en n'étant pas dans le groupe. Oui. Tu comprends? En ne te sentant pas dans le groupe. Je ne m'en sentant pas dans le groupe parce que les autres ne font pas les affaires comme moi. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est... Ta relation avec l'autorité, en général, je pose souvent la question, puis tu parlais que ton père était assez autoritaire, forcément, fallait, là, quand il finissait sa tournée de commerce, puis là, il arrivait à la maison, il fallait qu'il replace ça, puis là, on repartait. Ta relation en général avec l'autorité, je parle souvent à la petite école, c'est comme la première fois que tu as de l'autorité extérieure ou de l'autorité étrangère qui arrive dans ta vie, puis ben, tu as deux choix, là, soit que tu deviens assez compliant, là, c'est-à-dire que tu es assez souple par rapport à ça, ou sinon tu résistes, tu te rebelles. Tu étais quel genre de kid? Oui, c'était pas une question de rébellion, c'était une question, encore une fois, mon côté loner. Puis de pas comprendre. Puis l'autorité qui essaie de me montrer une affaire qui fait pas de bon sens, que moi, que je comprends d'une autre manière que tout le reste de la classe le comprend. Je donnais pas de crédit à ça. Je trouvais pas que l'autorité, quand j'ai grandi, était crédible. Tu vois? Ouais. Ou quand j'ai fait des cadets, moi, j'étais jusqu'au Collège militaire Saint-Jean. Puis quand je dis ça au monde, le monde qui me connaisse un peu, ils sont surpris de savoir que moi, j'ai fait le Collège militaire. Mais un été, d'un cadet, on a fait le Collège militaire, puis on suivait le même entraînement que les futurs officiers. Puis là, je voyais le gars qui était mon lieutenant de section, puis d'escadron, puis... Je veux dire, il nous disait, tu sais, il fallait chaîner nos chaussures, faire notre lit, il fallait pas qu'il y ait un pli. Puis qui qu'il est, lui, me dire de venir chaîner la poignée de porte? Pourquoi il faut que je chaîne la poignée de porte? Ah non, c'est ça. C'était pour nous donner une discipline, mais comme je t'ai parlé tantôt, j'avais le vent qui arrivait de la Californie, de l'esprit de liberté, puis ça oui. puis tu sais, c'était dans l'air du temps, puis moi, j'étais là-dedans, 2 pieds joints, tu sais. Puis on en parlait tantôt, ça défroquait, là. Tu comprends? On cassait de quoi d'important. Je me souviens, moi, qu'en 9e année, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas le secondaire, c'est l'école normale. Puis je me souviens qu'un de mes chums s'est levé debout puis il a sacré un coup de poing dans la face d'un professeur. Avant ça, le professeur, tu regardes ça en voulant dire « touchez-moi pas », puis il sortait sa règle, puis si tu avais moindrement un faux pas, c'était un coup de règle, tu sais, ou un coup de strap, tu sais, ses mains, tu allais voir le directeur, il dit « donne-moi ta main », puis il te frappait ses mains, tu sais. Puis lui, mon chum, il s'est levé, puis ça, tu voyais que la rébellion commençait, là, tu sais, le mouvement de changement. Le mouvement de changement commençait, puis moi, ben j'étais là-dedans. Puis mon côté lourner, j'ai bien fité là-dedans. Ben oui. Tu sais. Puis au cégep de Chicoutimi... Et je me souviens les premiers mois, il nous disait qu'on était l'élite de l'aviation, tu sais. Parce que ça coûtait terriblement cher au ministère de l'Éducation financer un cours de pilote. Tu sais, tu prenais le budget juste de la concentration de pilotage dans tout le cégep de Chicoutimi. Le budget était battu par tous les budgets réunis ensemble de toutes les autres concentrations. Notre budget est encore plus haut parce que tu avais des avions. Puis un avion, ça coûte cher de l'heure. Même si c'était dans les années 70, ça coûte cher de l'heure. Qu'est-ce qui t'amène là, dans l'aviation? Moi, je sais pas. Non? Moi, je sais pas. Moi, très jeune, comme je t'ai parlé tantôt de Robert, très jeune, moi, j'ai pris... Moi, je faisais bien ça. Donc, tu sais, c'est pas pour penser que je suis plus philosophe qu'un autre. Je suis pas philosophe sincère, mais très jeune, moi, j'ai senti les choses. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on pourra peut-être parler un peu plus tard, pourquoi j'ai perdu le contrôle sur une substance. Mais très jeune, j'ai vu que je voulais prendre ma main en main, comme je viens de te dire, puis que j'ai bien fité dans les années 70. Moi, je voulais voyager. Moi, quand j'étais jeune, au primaire ou au début du secondaire, il y avait un petit stand de 10 cents. Il fallait mettre des 10 cents pour les Chinois. Oui. Tu sais? Puis là, j'allais servir la messe, puis ça me donnait 10 cents. Puis je prenais le 10 cents, puis j'allais le donner aux Chinois. Tu comprends? Puis je comprenais pas pourquoi qu'il fallait que je donne un 10 cents aux Chinois, que le petit jeune comme moi, à 8, 9, 10, 11 ans... Il recevait 10 cents. Qui est de l'autre bout de la tête, puis il est obligé d'avoir son 10 cents pour vivre comme moi. Comme moi, je n'ai pas de besoin, j'y donne.
Puis j'ai dit, un jour, moi, y aller à l'autre bout de la terre pour voir comment ça se passe. Où est-ce qui a abouti mon investissement? C'est ça. Puis ça, aujourd'hui, ils sont en train de nous acheter. mais je me disais, un jour, puis là, j'avais le goût de voir mon père voyageur de commerce. Oui. Puis très jeune, je faisais le tour de la Gaspésie avec mon père à l'âge de 11, 10, 12 ans. Puis c'était du temps de qualité. Je passais avec mon père tout seul, puis on couchait dans les hôtels, puis on mangeait dans les restaurants. Puis ça me faisait triper, là. Le côté responsable d'être vendeur sur la route pour être payé à commission, puis le côté liberté de coucher ce que tu veux, de manger ce que tu veux, à tous les jours. Fait que ça t'a marqué, ça. Ça m'a marqué, puis avec mon goût de vouloir voyager, je me suis dit, j'aimerais ça un jour. Là, pas nécessairement, c'est qu'à un moment donné, moi, à Montjoli, on restait pas loin de l'aéroport, puis je voyais les avions décoller et atterrir. Ma mère m'a toujours dit, elle dit, quand t'étais petit, elle dit, tu t'amusais dehors avec tes chums, je t'en gardais faire. Là. Puis à un moment donné, quand il y avait un avion qui décollait ou qui atterrissait, t'étais le seul de ta gang qui arrêtait puis t'en gardais l'avion. Puis ça, je me souviens de ça. Je me disais, comment qu'un être humain, comment qu'un gars fait pour piloter un avion? Moi, c'est pas la caractéristique de l'avion, la grosseur, les moteurs. C'est pas le côté technique, moi. Moi, c'était comment tu fais pour voler un avion? Comment se fait qu'un avion est dans les airs, puis le gars, lui, réussit à la faire voler? Ouais. Ça m'intriguait bien gros. Puis le fait de vouloir voyager, fil en aiguille, mon rêve était de voyager, puis ma passion est devenue l'avion. Fait que j'ai joint les deux. Mais ça, c'est pas une affaire que j'ai réfléchi, là. Non, c'est arrivé de même. Ça s'est arrivé de même, puis je te parlerai de ma sobriété plus tard, mais si ça donne ce côté-là de liberté, puis un peu comme mon père, prendre un avion, aller à une place, t'es responsable au bout parce que t'as la vie t'as la vie des gens dans tes mains, puis t'as un avion qui vaut de l'argent qu'il faut que tu ramènes dans un morceau. Puis d'un côté, t'arrives à l'autre bout de ta destination, ta femme est loin, tes enfants, ton compte de banque, tous tes problèmes sont restés à la maison. Puis là, t'es 2 jours à matin à Paris, puis tout ce que tu as fait, c'est de t'occuper de toi pendant 2 jours. Puis t'es personnel dans le grata, parce que t'es là 48 heures. Puis le monde ne savent pas, puis tout est payé, puis t'es une liberté totale. Absolument. Fait que même toi, quand j'étais dans ma consommation, c'est évident. Hein? Ça ne rien pour arranger mon problème. Quel genre de finissant que t'es, justement, quand tu sors du cégep de Jonquière? Donc, tu finis avec succès, ça va bien. Non, ça se passe pas de même. Non? Comme je dis tout le temps, comme je te dis encore dans mes partages des associations anonymes, je te dis, tu sais, moi, quand ils m'ont dit qu'on était l'élite, moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire l'élite. Pourquoi ils me disent qu'on est l'élite? Parce que ça, ils voulaient être sûrs qu'on réussissait pour prouver aux ministères, parce que moi, on était dans les débuts là, de ce programme-là. Fait qu'il fallait qu'il y ait des réussites. Il fallait qu'il y ait des résultats probants. Que le gars se trouve une job en sortant, puis ça valait la peine de faire. Aujourd'hui, on sait que 50 ans plus tard, toute ma cohorte à moi, on s'est ramassé commandant de bord, gros porteur partout à travers toutes sortes de compagnies aériennes à travers le monde. Mais reste retour dans le temps, il fallait le prouver. Absolument. Puis c'est pour ça qu'ils disaient qu'on était là. Ils voulaient qu'on se gonfle, ils voulaient que notre ego soit fort. Tout. Mais moi, je comprenais pas. Ce que j'aimais du cours au cégep, c'était qu'il était donné à Chicoutimi, puis à Chicoutimi, il y avait 5 femmes pour un homme. Puis moi, à l'âge de 17 ans, je pars de chez nous, je m'en vais dans un nick de femmes dans les années 70 avec la liberté totale. Non, c'est ça. Moi, c'est là que ça a commencé. Là. Tu sais, je t'ai parlé tantôt, j'avais fait une coupe de puff, puis ça m'avait énervé. Mais rendu à Chicoutimi, là, j'ai tombé dans la boisson, dans les femmes, puis l'aviation. Puis en plus, il y a une affaire que j'avais même jamais concrétisée, c'est que j'avais un certain talent pour piloter un avion. Mais à 17 ans, tu ne sais pas que tu as un talent. Mais non, c'est si ça. Personne ne te le dit, là, puis personne ne te guide, tu peux pas le savoir que tu as un talent. Moi, je pensais que tout le monde qui a commencé en même temps que moi à l'école, cette année-là, en 70, si le gars il a voulu faire un pilote comme moi, puis il est comme moi, il rentre dans l'avion, l'instructeur, il monte une manœuvre, il fait la manœuvre, puis toi, tu la refais, puis après, il passe à d'autres choses. Mm-hmm. Mais non, je me suis aperçu à travers le temps, dans ma naïveté, c'est qu'il y en a, il faut qu'ils s'entraînent, puis il y en a qui ont de la misère, puis il y en a, il faut qu'ils étidient, puis c'est pas facile pour tout le monde. Avais ça. Moi, j'avais ça, mais tu le sais pas que tu as ça. Oui. Comme Guy Lafleur. On te le disait-tu? Pas en tout. Non? Parce que c'est dans les années 70, là, c'était un nouveau cours, une nouvelle concentration, puis la psychologie de pédagogue... On parlait d'ego tantôt, le prof qui voit que le petit cul, il y a autant de talent que lui, il ne dira certainement même le prof, pas. Je te parle en même, dans ce temps-là, les profs n'avaient pas vraiment de talent. Parce que le petit Canadien français, il faut que je te dise, qu'on en revient en arrière, dans les années 60-70, un petit Canadien français québécois ne pouvait pas devenir un pilote. Tu pouvais piloter des petites compagnies aériennes dans le Grand Nord, puis des conditions désastreuses, mais tu ne pouvais pas faire Air Canada.
Parce que c'était tout un milieu anglophone. Oui. Les livres étaient en anglais, l'instruction était donnée en anglais, le contrôle aérien parlait en anglais, tout était en anglais avant que les langues officielles arrivent sur le marché. Moi, j'ai connu le côté anglais. Je parlais pas anglais, puis il fallait que j'étudie dans des livres anglais pour apprendre à piloter. Tu sais, je veux dire, fait qu'il y avait ce côté-là un peu bizarre, tu sais. Puis moi, au cégep, vu que je connaissais pas le côté, j'appréciais pas le côté faire partie de l'élite. Déjà que j'avais ce sentiment-là très jeune, que j'étais dans un groupe, mais je faisais pas partie du groupe. Fait que j'étais comme le mouton noir de la gang, parce que je faisais les choses autrement. Mais dans l'avion aussi, je faisais les choses autrement. Tu comprends? Ben oui. Fait que personne n'était pas là pour me dire, ben non, toi, tu as du talent, tu devrais, tu sais, pour me dire, me faire comprendre qu'il faut que tu arrêtes de foirer, là, puis parce que... Faut que tu t'enlignes. Parce que, comme toute bonne alcoolique à devenir... T'es sur la brosse, puis tu penses que t'es le seul à savoir que t'es sur la brosse. Tu penses que personne ne s'aperçoit autour de toi que t'es sur la brosse. Puis la consommation va déjà quand même assez bien là. Ça commence là, puis c'est un échappatoire vers le bonheur. Tu sais, je rentre dans une discothèque, puis t'es déjà gorlot en rentrant. Puis tu fais partie de l'élite. Puis tu fais partie de l'élite, non, en plus, puis t'es comme tout le monde. Oui. Parce que là ton sentiment de bien-être fait que tu t'en fous de tout ce qui t'arrive, tu sais, je veux dire, d'être à part du monde, tu sais, fait que c'est ce côté-là, puis en 72, dans ma deuxième année de cégep, fait une connerie avec un avion, parce que les fins de semaine, on avait le droit d'avoir un avion, faire un vol-voyage, qu'il appelait, tout seul. Puis étant indiscipliné au bout, j'ai fait 2-3 conneries, puis là, ils sont servis de ça pour vouloir me mettre dehors, tu sais. Mais ça t'a-tu saisi, ça? Pas en tout. Non? Moi, j'ai le front de but de ma mère. Là, mais je sais pas que j'ai le front de but de ma mère. Tu comprends-tu? Le gars, quand il me dit « T'es dehors », le directeur de l'école, 2 heures de temps, j'y ai parlé, puis... je l'ai convaincu de me garder parce qu'un alcoolique a une très belle chat. Oui. Tu as très belle chat pour convaincre les autres que tu n'as pas un problème de boisson. En plus. Puis de te convaincre à toi-même que c'est pas la boisson qui fait que tu es de même. Mais la consommation, était-tu sur la table dans cette conversation-là? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça, tu me dis plus tard après ça. Je suis pas encore dedans à 2 pieds, mais je suis dans le mode de vie. Ah, ben non. Tu sais, les femmes, la boisson, la sortie. La manipulation. Puis, on n'étudie pas, puis on réussit pareil le côté pratique, côté théorique, mais il faut tricher un peu sur le voisin, puis tu sais, on réussit à s'en sortir. En vrai, alcoolique à devenir. Oui. Un crosseur junior en devenir. Ah ouais, c'est ça. Tu te crosses toi-même, tu te manipules toi-même, puis tu manipules les autres. Mais ça, tu le sais pas. C'est ça que tu fais. Ben oui. C'est ça qui est sournois dans la consommation au début. C'est que tu te rends pas compte parce que tu penses que tu l'as, la patente. T'sais. Même, tu y penses même pas si tu l'as, la patente ou pas. Toi, ta vie, moi, ma vie était comme ça, puis c'est de même que je la faisais. Personne ne m'avait guidé, personne ne m'avait dit, mais faut que tu t'ajustes de même. Non, mais personne me dit que je suis le king, mais je suis le king. Ben ouais, c'est ça. On parlait d'ego tantôt. Personne me dit que je c'est juste moi qui est important. Je me calisse bien de... Non, puis tu le penses pas qu'il y a juste toi d'important. T'agis comme... Exactement. Mais tu toi, vis ça. Tu le vis, mais c'est pas ça que toi tu penses. Pour ça, les autres te voient que tu vis comme si c'était juste toi d'important. Puis là, les autres t'en regardent de travers. On leur dit, pourquoi il se prend, lui? Puis toi, tu vois bien qu'il t'en regarde de travers, mais toi, tu penses parce que tu fais pas partie du groupe. Mais dans le fond, c'est parce que t'es l'owner, puis tu t'aides pas dans le groupe. Exactement. Parce qu'un groupe, c'est supposé t'aider à avancer. Ah, puis si t'as le malheur quand t'es dans l'actif de te faire dire, tu penses rien qu'à toi, là, Chris, là, tu peux brailler sur commande, il n'y a rien que tu peux pas faire. Non, t'es tellement manipulateur, il n'y a rien que tu peux faire, mais tu le sais pas, tout ça, à l'âge de 17-18 ans, tu sais. Fait que l'aboutissement de ça, c'est que tu finis... J'ai réussi à convaincre le directeur de l'école, il me garde, finalement, je gradue. À la fin, sur le diplôme. Même à la fin, je manquais de me faire mettre dehors encore à 2 semaines de la fin. C'est parti à la brosse à Québec avec des filles, puis en tout cas, peu importe. Puis encore là, le chef instructeur, le directeur de l'école, il avait décidé de me garder. Il jouait sa carrière quand il avait décidé de me garder, puis j'ai passé au labin. Puis après ça, à la fin du 3 ans de cégep, encore, je replonge encore, puis là, tout le monde, on te l'avait bien dit de le mettre dehors, tu comprends? Fait que là, il me pogne dans l'avion, puis il me donne 1h30 d'instruction dans les airs, puis moi, j'en ai de l'aviation jusque dans les cheveux, tu sais, puis il dit, Piché, il dit, pourquoi? Il dit, t'es comme ça. Je vous les dis après, dans le débriefing, tu sais. Ben, il vient de me donner la meilleure heure et demie que jamais un étudiant m'a donné en 25 ans d'enseignement. Et pourquoi tu es toujours sur la brotte et tu suis pas la parade? Tu sais, donne-moi mon papier, là, puis... laisse-moi passer. Arrête de me faire la morale. Tu sais, t'as pas de morale à me faire. Mais c'est ce qu'il voulait me dire, que j'avais le talent pour, j'allais pouvoir y aller jusqu'au bout. Mais tu le comprends pas quand t'as pas de coach
te dit comment faire. T'as pas de guide. Puis j'en veux pas à mes parents. Ça marchait de même dans ce temps-là. Puis tu peux pas, ado ou en tout cas jeune adulte, tu peux pas faire le lien entre... souvent, je demande aux gens les premières semences de te réveiller sur un hangover ou soit de pousser un peu trop la limite, puis de commencer à avoir les semences dans ta tête de ça n'a pas de calice de bon sens, mais c'est certainement pas là. Ça arrive pas. Pour toi, c'est comme un... Puis l'autre affaire aussi que je décris souvent, c'est que tout le monde boit égal. Tu comprends? Un alcoolique comme un non-alcoolique, un toxicomane comme un non-toxicomane, on consomme presque tout égal. Des fois, on la pousse un petit peu plus que le voisin, mais c'est dur à identifier, à démarquer. Puis en plus, vu que tu consommes, tu as ce mode de vie-là, tu te tiens avec du monde qui consomme. En plus. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'international, puis les gars qui prenaient pas un coup, je les trouvais plates. Pourquoi ils prennent pas un coup? Les autres, tout le monde prend un coup, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être abstinent parce que j'étais dans le mode de vie, je me tenais plus avec eux autres maintenant parce qu'ils autres prenaient un plat. Là, je découvrais du maudit bon monde là-dedans. Exactement. Avec des vraies passions, des vraies idées. Puis je me disais, moi, c'est ça que j'ai passé à côté de ça toutes ces années-là à cause de la boisson, dans mon 30 ans de consommation. J'en ai donc bien perdu des affaires, tu sais. Mais la fragmentation aussi du monde adulte, c'est que, tu sais, moi, j'ai eu mes enfants jeunes, puis même si j'étais alcoolique toxicomane, ben là, tu sais, tu vois les familles commencer à se fonder, puis tout. Puis comme tu dis, tu cherches tes réseaux de gens qui vont continuer à te suivre, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a comme entre les deux moments, il y a comme... C'est difficile de te voir, toi, comme plus spécial ou consommer plus que l'autre. Tout le monde consomme, Calvaire. Tout le monde a du fun. Tout le monde, c'est le party partout. Fait que quand tu sors, justement, là, tu trouves un emploi rapidement. Quand je sors du cégep, oui, tout de suite. Mais premièrement, tout le monde parlait d'aller en Californie. C'était le voyage des années 70, mais personne n'y allait. Je dis, ouais, mais moi, il faut que j'apprenne l'anglais. Comme je t'ai dit tantôt, tout est en anglais, puis mon anglais était déficient un petit peu. J'ai dit, bon, ben, moi, y aller en Californie sur le pouce, moi. Fait que j'étais voir mon père. J'ai dit, je vais m'en aller en Californie sur le pouce. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, j'ai dit, parce que j'ai besoin d'argent. Ben, il dit, va t'acheter un pack-sac, là, puis va te donner 40$. Ben, j'ai acheté un pack-sac, puis j'ai pris 40$, je suis parti. Puis mon père, dans sa tête, pensait qu'un coup rendu à Montréal, j'allais l'appeler pour avoir un billet d'autobus pour revenir chez nous. T'sais. Mais non, j'ai dit, je me suis même pas posé la question. Je n'ai-tu assez, je n'ai-tu pas assez? Moi, mon idée était faite en tant que loner, que je savais pas que j'étais un loner. Mais moi, mon idée, c'est de m'en aller en Californie. Puis je voyais aller en Californie, peu importe. Puis je voyais même pas ça comme une montagne, comme une affaire dangereuse ou peu importe. Aujourd'hui, je ne verrais pas mes enfants partir sur le pouce pour aller en Californie. Je vais te payer un billet d'avion, ça va être bien plus simple. Mais dans ce temps-là, c'était ça que je voulais faire. Puis j'étais parti 6 mois sur le pouce. J'étais revenu avec 300$ dans mes poches. Puis c'était la meilleure manière d'apprendre l'anglais de base. Ben, c'est clair. Je veux dire, tu es obligé de parler anglais. C'est de l'immersion, t'as pas le choix, c'est l'immersion totale. Puis je fais des maudits beaux voyages. Dans ma biographie, j'en parle de ce voyage-là. Puis je fais d'un super de beaux voyages, tu sais. Puis quand je suis revenu, là, je me suis trouvé un job comme pilote en revenant de ce voyage-là. Puis là, j'assume que là, ça te fait-tu découvrir d'autres types de consommation? Ça te fait-tu découvrir d'autres où tu es déjà engagé? Tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai comme un flash de Robert Charlebois qui disait, mettons, que le LSD, mettons, qu'il a découvert quand il a fait ses trips en Californie. C'est-tu des affaires que tu découvres là-bas? Non, là, moi, comme je t'ai dit, la drogue, ça ne m'attirait pas. OK. Puis, puisque c'était chimique, ben, je n'ai entendu parler comme tout le monde, LSD 25, les buvards, les affaires-là. Mais c'était un affaire qui me faisait peur parce que je trouvais ça du chimique, puis je voulais pas mettre du chimique dans mon corps. Puis moi, très jeune, à l'âge de 12-13 ans, encore mon côté loner, je m'entraînais dans un gym, poids haltères, courir, puis ce que les autres de mon âge je faisais pas. Ouais. Tu comprends? Fait que la drogue, même douce que dure, m'a jamais vraiment attiré. Mais ça a dû même presque te sauver la vie aussi, parce que tu serais pas parti juste 6 mois, peut-être. Ouais, c'est ça, je serais peut-être jamais revenu, je veux dire, dans les deux sens du mot. Exactement. T'sais. Mais non, je suis revenu et j'ai trouvé cette job-là à Air Gaspé. J'étais basé à Gaspé, puis c'est de même que j'ai commencé dans ma carrière de pilote. Quand est-ce dans ce parcours-là que ça commence à... ou même dans ta vie personnelle, que ça commence à embarquer, tu sais, parce que là, tu me décris des fois où tu l'échappes et tout, mais tu sais, quand est-ce que ça commence à envahir ton... Parce que on le sait, toi et deux, avec du recul, que ça avait déjà probablement envahi ta vie complètement, là, forcément. Le mode de vie de consommateur
que l'owner, manipulateur, tu réussis à faire ton affaire pareil. T'es déjà dedans. T'as pas besoin de t'entraîner, t'as pas besoin d'étudier. C'est facile, puis même si tu as tes petites crises d'anxiété le matin en leur levant d'une brosse, tu dis plus jamais, tu fais ta promesse d'ivrogne, plus jamais m'a consommé. Tu avais déjà commencé à en mettre? Ben oui. Tu disais, demain, il faut pas tirer. Tu arrivais le soir au bar, tu repartais sur la gauche. Tu as déjà tout oublié. T'sais. Fait que tu avais déjà, il y avait déjà ce genre de routine-là. J'avais un prérequis. J'avais un prérequis pour devenir alcoolique, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est de ce côté-là. Mais dans ce temps-là, tu disais, c'est la vague de liberté, puis tout le monde prend un coup, tout le monde est sur le party. Tout le monde l'échappe. Puis les filles commençaient à prendre des pilules, puis anticonceptionnelles, puis là, tout le monde couchait avec tout le monde. Puis c'était de même. C'était de même dans le temps, tu sais. Puis moi, j'embarquais dedans peut-être plus fort qu'un autre, mais j'étais là-dedans. Puis quand on parle aujourd'hui avec des membres des associations anonymes... Tout le monde parle de ce moment-là. C'est sûr, tu sais, je veux dire... Non, mais on en parlait avant de commencer à enregistrer, c'est la révolution tranquille. On n'a pas utilisé l'expression révolution à la légère. Non. Tout prenait le bas. Tout était viré sur le cul. Fait que, tu sais, la relation avec l'exposé magistral du clergé qui était ton enseignant, ça prenait le bord. Donc, la nouvelle batch de profs était tout frais. Là, ça n'existait presque pas avant. C'était les frères qui s'occupaient de ça. Tes parents, puis on en parlait encore tantôt, tes parents qui t'amenaient religieusement, puis mauvais jeu de mots, mais qui t'amenaient rigoureusement à la messe, soudainement, les enfants commencent à dire, là, fuck off, moi, je veux pas y aller, ça me tente plus. Ce vent-là de changement qui arrivait, mais comme un tsunami partout, mais tu sais, cette espèce de vent-là de la Californie qui amenait comme de quoi que tout le monde était là, what? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? On était les premiers influencés. C'est la frontière du Nord, tu sais, je veux dire, on était pas... Puis tu vois tu vois après ça, là, l'explosion, ou en tout cas ce que ça a germé artistiquement. Tu écoutes des affaires, je pense à Raoul Duguay, puis des affaires, les grands poètes, mais psychédéliques. Calvaire, la première fois que tu mettais ça sur ton 33, sur ton pick-up, là, ça devait être complètement fou. C'est Beau Dommage, Harmonium. C'était des affaires capotées. Mon premier gros show que j'ai vu, moi, à 15 ans, mon frère m'avait emmené voir Mash McCann. Tu écouteras ça, Mash McCann? Ça m'avait fait capoter le batteur. Et il sort de là en 30. Puis le gars, tu voyais que ça m'avait tellement impressionné, là, le vent de liberté que ces gars-là avaient. Là. Non, puis t'avais Péloquin, puis t'en avais là, qui était flyé, solide. Aujourd'hui, t'écoutes ça, puis là, le monde doit dire... Mais voyons, mais c'était un effet de pendule. On l'a amené là, à côté de l'autre bord, puis t'avais des affaires très spéciales, mais... Faut que tu te mettes à la place aussi que si tu n'avais jamais entendu de quoi qui ressemble. Je le vois avec ma plus jeune. On parlait de nos enfants tantôt avant d'enregistrer. Puis à 23 ans, puis elle capote ses Beatles. Mais elle capote pas de la même manière que moi j'ai capoté. Elle trouve que c'est de la bonne musique, puis c'est de la vieille musique. Elle trouve que c'est encore d'actualité, puis elle aime ça. Comme elle va écouter Britney Spears, elle va écouter un autre. Mais moi, dans le temps, les Beatles, quand ça a sorti, c'était pas juste de la musique, c'était un mode de vie, les cheveux longs, la liberté. Les gars consommaient de la drogue, tout le monde les applaudissait. Exactement. C'était extraordinaire. Puis, tu sais, justement, pour prendre les Beatles, tu avais les Rolling Stones d'un bar qui se laissaient allonger les cheveux. Tu avais les Clean Cut aux Beatles qui, à un moment donné, eux autres décident aussi de défroquer, puis ils se laissent allonger les cheveux. Puis là, ça devient comme les bad boys. Puis là, quand tu lis là-dessus, t'es là, voyons, oui, c'était ça. Puis il y avait une cassure encore là aussi. Tu commences ta famille quand là-dedans? Quand tu me dis que tu commences à travailler, je commence pas de famille, moi. Non? Non. Moi, c'est... moi, dans mon 30 ans de consommation, là, puis je vais être honnête avec toi, là, ça part de, mettons, 17, 18, 19, là, aller jusqu'à 49, 50, 51, là, quand j'ai arrêté, là. C'était... prendre un coup, faire le party, courir les femmes. That's it. Ça, c'était les deux choses les plus importantes de ma vie. Ça fait drôle de dire ça en ondes, là, mais c'était ça qui est important pour moi. Le reste, c'était secondaire. Élever une famille, mettre de l'argent dans mes rires, avoir une bonne job,
J'en manquerai jamais de job, tu sais, dans les Bobby Boomers quand même. Oui. Tout il ne manquait pas d'ouvrage. Il n'y avait pas juste le vent de liberté, c'est que l'ouvrage s'ouvrait pour tout le monde, fait que tout le monde travaillait. Puis l'aviation, ça commençait à boomer dans les années 70. C'est là qu'Air Canada a commencé à engager des Canadiens français parce qu'il n'y avait plus personne dans les pôles Canadiens anglophones, les anglophones. Oui. Donc, ils ont obligé de commencer à prendre les francophones. Et vous étiez des diplômés reconnus, c'est-à-dire que... Oui, puis le cégep a commencé à faire son nom, puis on était des petits, puis là, on avait pris de l'expérience dans les petites compagnies, puis le booming était là, tu comprends? C'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était faire le party, autrement dit, prendre un coup. Courailler. Puis courailler les femmes. Tu comprends-tu? Moi, c'était juste ça, mon... Fait que partir une famille... Moi, j'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes. Un gars qui n'a pas un problème de consommation puis il a moindrement la tête sur les épaules ne fera pas 3 enfants, 3 femmes différentes. Non. Tu sais? Mais il faut qu'il y ait un problème de consommation que je ne savais pas à ce moment-là que j'avais. Puis, je me souviens, ma plus vieille, quand ma blonde me dit, la mère de ma fille, ma plus vieille, elle dit, je suis enceinte. Est-ce qu'on fait? Ben, je dis, on va l'élever, on va le garder. Tu sais, comme si que c'était pas grave. Moi, il me semble, ma fille de 23 ans me dirait, je suis enceinte. Ben, je dis, c'est qui le gars? Puis, c'est sérieux? Puis, tu sais, il me semble. Mais dans ce temps-là, mais c'est toi, moi. Ma continuité de loner, puis de gars libre, puis de gars faire ça à ma manière, puis on va passer à travers, puis pas avoir peur, parce que ma mère, quand elle est partie à l'âge de 17 ans, je reviens toujours à ça. Même affaire, mais oui. Le même front de bœuf. C'est le même front de bœuf. On va l'élever. Puis deuxième, c'était pareil, tu sais, je veux dire, j'avais laissé la première pour la deuxième, puis la deuxième tombe enceinte, puis même pattern, parce que je suis encore dans ma consommation. Tu comprends? Puis à travers ça, tu sais, tu commences-tu à avoir des répercussions sur... Évidemment, tu me disais, dans ta vie personnelle, c'est des relations un peu volatiles. Dans le travail, évidemment, c'est assez rigoureux, ce monde-là. C'est un monde qui est régi, qui est très strict. Tu commences-tu à avoir des impacts, avec du recul, évidemment, mais tu commences-tu à avoir des impacts négatifs de ta surconsommation, mettons, la veille, sur ton travail le lendemain? On commence-tu à te parler de ça? T'en entends-tu parler? Ben, tu sais, j'ai pris un coup longtemps, là, puis je voyais bien que le monde s'en apercevait, mais vu que je faisais la job et que j'avais le talent que j'avais, je savais pas que j'avais ce talent-là, premièrement, comme je t'ai dit tantôt. Puis deuxièmement, je pensais que tout le monde pilotait comme moi, mais ça a l'air que non. Je me faisais réveiller dans le cockpit. J'étais copilote, le gars, le commandant me réveillait. Il dit, réveille-toi, il faut que tu fasses la preuve, tu atterrisses l'avion. Là, je me réveillais, puis je dis, bon, c'est quoi la météo? 400 pieds et 1000 dans les Vesno. Une petite piste, tu sais. Je dis, bon, OK, où est-ce qu'on est? OK, bing, bing, ping, pap, j'atterrissais. Moi, je pensais que c'était... Tout le monde faisait ça. Je pensais que tout le monde faisait ça. Mais je me suis rendu compte, par après, c'est pas de même ça fonctionnait. Il y en a qui étaient nerveux dans ces conditions-là. Il y en a d'autres qu'il fallait qu'ils se pratiquent. Il y en a d'autres qu'il fallait qu'ils étudient. Tu ne sentais pas ça, là. Puis je me rendais pas compte que j'étais ça. Mais ça donnait, comme on disait tantôt, une impression du gars qui se fout de tout le monde puis qui joue sur son talent. Mais c'était pas ça pantoute. Moi, c'était mon mode de vie. Ma vie était ça maintenant. Puis t'avais ça. Ça faisait partie de mon excitation du vent de folie qui était arrivé des États-Unis. Ça faisait partie de ça. Ma job faisait partie de ça. Mais ça, c'était toutes des à côté à ma consommation pour courir les femmes. Tu comprends? Fait que même lui, là, le commandant qui est obligé de te réveiller pour atterrir, un coup atterri, il n'y a personne qui t'en parle. On parle des années 70. Oui, aujourd'hui, c'est surveillé, puis le gars va te faire un rapport, puis il va faire tout justice. Mais dans ce temps-là, ça commençait l'aviation. Non, c'est ça. Mais même Robert, tu sais, parce que y a-tu des fois où, mettons, il est en tabarnak en disant, voyons, Chris, à toi, fois, tu t'en... Non, parce que j'avais atterri l'avion. Puis moi, aujourd'hui, je réalise que lui, il était peut-être nerveux dans ces conditions-là. Puis je l'avais comme sorti de sa nervosité. J'avais donné comme un coup de pouce. Parce que le commandant, c'est lui qui est toujours primé. Fait que là, il sortait de l'avion dans la tempête de neige. Puis là, tout le monde était après lui. Ah, t'as atterri. Ouais, il fait pas bien beau. Mais le gars, il allait pas dire, ben non, c'est Piché qui a atterri. Tu comprends? Lui, il restait toujours le commandant quand même. Tu comprends? Mais j'ai un boss une fois, à l'âge de 25 ans, quand je travaillais à Québécois, m'avait pris on the side, puis m'a fait venir dans son bureau, puis il avait dit, tiens, Robert, il faudrait que tu arrêtes de prendre un coup parce que ton mode de vie, là, ça commence à se parler. Je l'avais envoyé promener. Kick-t'es, toi, t'es pas mon père. Même mon père me dit pas ça. Fait que kick-t'es, toi, si t'es pas content, sac-moi dehors. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, je revenais d'Hawaï en vacances, puis ça la brosse un mois de temps à Hawaï, à assouvir mes 2 passions, hein, courir les femmes, prendre un coup. Puis ils ont mis mon test le lendemain, parce que sinon, on passe des tests 2 fois par année. Ils ont mis mon test le lendemain matin à 8 h, puis je rentrais à 11 h le soir, d'un mois de brosse.
c'était comme patenté. Ben oui. Mais toi, tu vois pas ça de même. Tu dis, ça donne de même. Puis trop innocent pour dire, ils vont me rapporter malade, puis ils vont me rapporter. Non. Mal faire. Mal faire, il n'y a rien là. Le test a duré 5 minutes, puis le gars, il dit, on va réatterrir ça, là. Tu n'as pas de l'air à filer trop tôt un matin. Fait que là, ils ont voulu me mettre dehors, mais dans le contrat de travail, j'avais le droit à une deuxième chance, tu sais. Mais il ne faut jamais que tu donnes une deuxième chance à un alcoolique à devenir. Parce que c'est là que tu vas performer plus pour t'enlever ton côté anxieux, ton côté honteux que tu as d'avoir pris un coup, de t'avoir fait prendre sa brosse. Fait que ils m'ont donné une deuxième chance, mais j'ai performé. Scoré comme au cégep, dans la même affaire. Tu sais, je veux dire. Mais moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Puis je le faisais pas pour y péter à la galerie. Je le faisais pour me sortir de la merde. Moi, j'étais un bum de bonne famille. Moi, le côté bum, underground, m'a toujours attiré. Puis le côté intelligent m'en a toujours sorti. Fait que très jeune, je me mettais dans la merde, puis je m'en sortais. Mais moi, puis je dis souvent aux gens, moi, je suis un chieux, là. Ah ouais. Tu comprends? Fait que moi aussi, là, ça m'a toujours séduit, là, le côté, rebelle, puis tout ça. Mais tu sais, je sais pas si j'en ai parlé sur le podcast, mais tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu casses une Sparplug, la céramique va péter une vitre de char, tu sais. Fait que là, mon père qui avait un bel établi avec, pète une Sparplug, puis on part 4 chums chacun avec notre bout de Sparplug, tu sais. Hey, j'étais rebelle en Christ, là, je m'apprêtais à péter une vitre de char. Quand on a réussi, parce que ça a l'air niaiseux, mais ça n'a pas pété tout de suite, puis là, on l'a pitché 2-3 fois. Quand ça a réussi, je dois avoir couru le quartier au complet. J'avais toujours bien juste pété une vitre de char, tu sais, mais c'était ça, là, tu sais, j'étais tout le temps entre la peur, puis je pense que la peur m'a souvent sauvé, parce que... Ouais. Tu sais, dans ce temps... La peur des répercussions. Exactement, parce que tu es assez intelligent pour péter la vitre de chambre, mais tu es assez intelligent pour comprendre qu'il y a une conséquence à ça. Oui, c'est ça. Puis j'étais dans la merde. Fait que, tu sais, je dis... Côté adrénaline. On cherche un petit peu l'adrénaline tout le temps. Mais pas à ce point. L'adrénaline marchait jusqu'à temps que je vois vite comme givré. Puis c'est ça. Fait que, c'est la même affaire pour le edge que tu te donnais, mettons, à quelques minutes de l'atterrissage à te réveiller, c'était un adrénaline. C'est parce que pour moi, atterrir normalement, quand je t'étais bien reposé et tout allait bien, c'était simple. C'était trop simple. Fait qu'il fallait que je mette une embûche, une variable pour dire, j'ai une variable de plus. Ben, c'est moi qui se la mets, la variable. C'est pas les autres. Là. Exactement. Fait que ton petit cours de pilote puis t'as ton petit simulateur, là, c'est pas ça. Moi, une variable, ma variable, c'était de me mettre dans la merde pour pouvoir m'en sortir plus. Mais j'ai réalisé dans mon cheminement, toute ma vie, dans mon 30 ans de consommation, je me mettais dans la marde pour m'en sortir. Pourquoi? Parce que tantôt, je te parlais du côté bum, côté intelligent. C'est parce que ça m'ouvrait la porte à la consommation. Un coup, je m'étais sorti de la marde. T'avais le droit. J'avais le droit d'aller consommer pour fêter ça. Les cadeaux. Mais j'oubliais quelque chose dans l'équation. C'est que c'est toi qui te mettais là. C'est moi qui s'est mis dans la marde. Tu comprends-tu que j'avais pas d'affaire à me mettre dans la marde? J'aurais pu réaliser normalement. Non, mais même à jeun, moi, Robert, j'ai longtemps eu des discussions avec d'autres gens où est-ce que je parlais des cadeaux. Tu sais, où est-ce que je disais aux gens, moi, là, j'ai encore ça, là, tu sais, faut que je dompte cette bête-là qui est de vouloir me faire des cadeaux pour rien puis pour n'importe quoi. Mais tout le monde est un petit peu de même, mais à sa manière. Absolument. Tu sais, des fois, on entend parler que la femme va aller s'acheter un morceau de linge parce qu'elle est déprimée. Le morceau de linge va y remonter le moral pendant 1 heure ou 2, puis la semaine suivante, elle ne met même plus le morceau de linge. Oui. Mais c'est un peu ce que nous autres on fait, aller chercher notre bonbon pour nous montrer que la vie... Puis, tu sais, moi, comme je te disais tantôt, très jeune, j'ai réalisé que la vie, tu vis au monde, tu vis puis tu meurs. À regarder de même froidement. Puis quand je te dis que je voyais que les autres ne faisaient pas les mêmes affaires comme moi, je ne comprenais pas pourquoi que l'autre à côté me fait chier quand il va mourir comme moi un jour. Tu sais? Puis plus tu avances plus tu avances parmi les requins, plus que tu avances dans des jobs bien payés puis hautement qualifiés, plus que le requin est dans l'ongle. Puis là, tu t'aperçois que ça y donne. C'est un moment donné, il va mourir comme moi, un moment donné, tu sais, pourquoi il me fait chier? Mais c'est le propre du monde, hein? C'est l'ego, c'est l'appât du gain, c'est l'ambition démesurée, c'est l'orgueil mal placé, peu importe le nom que tu mets dessus. Quand le gars, il dit ça, puis qu'il essaye après ça de te coincer, tu fais pas de corrélation certainement entre les deux.
Puis, Moi, je pense que le système fonctionne de même. Puis, j'ai pas embarqué dans le système, j'ai pas suivi les règles, je me suis fait prendre, mais je vais m'en sortir pareil. Tu comprends? Mais il y a des crises d'anxiété à travers ça. Ben, c'est sûr. Des crises de tu sais, ouais, pourquoi, tu sais, je me suis ramassé jusqu'en prison, moi, avec mon mode de vie, mon fameux mode de vie à ma manière. Tu sais, je me suis ramassé jusqu'en prison. Mais encore là, mon front de bœuf m'en a sorti, intègre. Puis quand ça arrive, là, tu sais, puis ceux qui connaissent pas l'histoire, là, tu sais, ça a été documenté amplement. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement qu'on refasse toute cette histoire-là. Mais quand ça arrive, là, évidemment, pendant un moment là-dedans, tu consommes. Tu peux pas consommer, Chris, en prison, ou tu trouves une façon? Non, pendant 1 an et demi de temps, moi, j'ai été sentencé à 5 ans de service, 5 ans en probation. Fait que ça fait 10 ans tout. Puis j'ai été libéré de bonne conduite au bout d'1 an et demi de temps. Fait qu'un an et demi de temps, d'une manière obligatoire, tu vas me dire, là, je consomme pas. T'es sevré. Il y a de la boisson là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, les gars font de la boisson. C'est pas du Dom Pérignon, là. Puis j'ai passé 2 Noëls en prison, moi, puis le deuxième Noël, j'ai dit, tiens, il y a un gars qui avait été en train de boire ça le soir, le 24 au soir. J'ai dit, tiens, on va essayer de gorger. Puis je me suis quasiment craché l'estomac. Tu sais, moi, j'étais un buveur de champagne. Fait que je sais pas. Je dis, non, c'est pas pour moi. On va s'en. Mais pendant 1 an et demi de temps, c'est pour te montrer comment la boisson, c'est sournois, puis c'est fort chez l'être humain, puis ça prend le contrôle de ta vie. J'ai été libéré pour bonne conduite au bout d'1 an et demi dans le pire merdier que moi-même je m'étais mis. Pourquoi je me suis pas dit, en des gars intelligents, bien là, me mettre droit dans le chemin, m'arrêter de consommer. Je suis déjà sevré, puis j'ai 1 an et demi de temps d'abstinence déjà de fait. Regarde ce que je viens de réaliser, la tête claire. Donc, si je garde ma tête claire, il va y avoir des affaires extraordinaires qui m'ont réalisé. Mais non, je suis sorti de prison. C'est tout de suite les danseuses, tu passes à la brosse, puis ça finit là, tu sais. Tu faisais-tu une... Donc, j'assume que tu n'as pas nécessairement fait de corrélation entre l'acte que tu as commis puis la consommation. Jamais. Dans mon 30 ans, là, jamais. Tu sais, comme je vais souvent dans les maisons de thérapie pour partager, parce que quand tu deviens une personnalité connue, tu es invité dans les partages. Là. Puis je leur disais, mettons, qu'ils sont 50 devant moi. Là. Je dis, y en a-tu un dans vous autres, là, avant de commencer mon partage, qui est ici de sa propre volonté? De temps en temps, très rarement, il y en a un qui lève la main. Moi, j'ai décidé de revenir ma 2e fois. Mais la première fois, je n'ai pas vu un encore me dire, ben oui, j'ai 33 ans, j'ai un problème de consommation. J'ai décidé moi-même de rentrer en thérapie. J'ai mis ma job on the side, mes enfants, ma femme on the side. Tout le monde qui rentre en thérapie. Par dépit, là. Pourquoi que la première étape du fameux mode de vie des associations anonymes, c'est d'avouer que tu étais un alcoolique puis d'avouer que tu as perdu le contrôle de ta vie. Il n'y a pas un gars sensé sur la terre, intelligent, alcoolique, toxicomane, peu importe comment tu l'appelles, qui va dire, oui, c'est vrai que j'étais un alcoolique, oui, c'est vrai que j'ai perdu le contrôle. Non, c'est ça. Ça fait mal. C'est pour ça que tu pars par là. Ça commence par là, le rétablissement. Tu n'as pas le choix. Ben non, c'est ça. Puis même quand tu l'avoues en thérapie, tu penses que tu es en train de mentir. Tu sais que tu es en train de mentir parce que tu es dans le déni, parce que ton petit démon dans la tête, là, ton petit Samson. Ah non, il dit... Lui, il veut reconsommer plus tard. Il dit arrête ça, là, tu sais. Oh, c'est ça. Là, m'en prendre un break, m'a dire au thérapeute que oui, j'étais un alcoolique. Mais c'est le jeu du fin finaux que tu comptais tantôt à l'école. Tu comprends? C'est-à-dire que tu arrives le thérapeute, tu te penses bien plus smart que lui. Ben, c'est ça. Toi, tu l'as patente, puis là, ta job t'a mis là, ou ta femme t'a mis là, ou ton père t'a mis là. Tu vas embarquer là-dedans pour le temps que ça fasse. Puis quand la poussière va te tomber, je recommencerai en cachette. C'est le côté crosseur que tu as dans la tête. Hein, absolument. Tu te manipules toi-même. Dans ces 30 ans-là, évidemment, il va arriver là, l'événement qui te met comme ça à la place publique complètement. T'sais. Toi, à ce moment-là, tu n'as pas arrêté de consommer quand tu te retrouves en conférence de presse puis à t'expliquer... Moi, du 24 août 2001, au moment de l'événement, jusqu'au 21 février 2002. Ben, d'ailleurs, demain, on est quoi, le 18 aujourd'hui? Ouais. Mais dans 3 jours, ça fait 18 ans d'abstinence que j'ai. Là. 6 mois que c'est passé après de l'événement jusqu'à ma dernière brosse. J'ai été sur une brosse monumentale. Pas capable de prendre ce qui m'arrivait. Trop d'émotions pour un être humain géré. J'ai manqué de mourir, mon ennui du 23 au 24 août 2001. Non, mais je trouve que, tu sais, j'écoutais un peu parce que, tu sais, je voulais juste me rafraîchir la mémoire de ce que c'était. Puis, tu sais, t'as pas besoin de faire une longue recherche pour réaliser à quel point c'est... À ce jour, c'est encore un exploit historique. Là, pour moi, je ne le vois l'aviation. pas comme un exploit. Moi, c'est encore le gars qui est dans la mort et qui s'en sort. Non, mais quand je dis ça, c'est même techniquement, Robert. C'est-à-dire que techniquement, je pense qu'à ce jour, c'est encore le plus long vol plané d'un avion commercial. Peut-être. Ça me préoccupe pas. Mais moi c'est le côté humain de cette chose-là. Bien sûr. Toute ma vie, je me mets dans la mort puis je m'en sors.
Tu comprends? Puis là, encore. Puis je pensais que me mettre en prison de moi-même, c'était le pire merdier que je m'étais sorti. Mais là, je tombe dans un merdier que c'est pas moi qui l'a provoqué. Tu comprends-tu? Puis là, j'ai tellement d'expérience de me mettre dans la marde, de m'en sortir. Il faut que je m'en sorte de ce merdier-là. Fait que tu réfléchis pas quand on ça aurait arrive. dit que j'ai comme été entraîné Pour ça. pour que ça m'arrive, ça. Tu sais? Puis après, quand tu me disais tantôt, quand je suis revenu, je suis devenu une personnalité publique, la prison, quand je suis sorti de prison, m'a aidé à gérer les médias après. Parce que quand je suis sorti de prison, tu n'as plus une scène, il n'y a plus personne qui veut rien savoir de toi, sauf ta mère. Puis il faut que tu recommences à vivre. Et demain matin, il faut que tu aies une pinte de lait, puis un quart de pain, puis tu aies une place pour rester, puis tu n'es pas pour vivre aux dépens de ta mère toute ta vie. Puis, tu sais, elle veut bien t'être hébergé pendant que tu t'en reviens de bord. Ça durera pas. Tu t'en reviens de bord comment? Tu sais, je veux dire, parce que là, ton seul domaine que tu connais, c'est piloter des avions. Puis là, toutes les portes sont fermées parce que tu t'es brûlé. T'es le gars qui a fait du temps. Oui. Puis il y a une maudite gang qui sont contents que t'aies fait du temps parce que t'étais pas. En plus, t'étais pas vivable quand t'étais avec eux autres. Parce que t'étais le honneur qu'eux autres pensaient que t'étais le. Tu sais. Plein de marde. Plein de marde. C'est mon surnom. Mon surnom, quand j'étais jeune, une de mes blondes m'avait surnommé Piché à la marde. Elle m'avait pas dit ça. Je le savais pas. Elle m'aimait bien, mais moi, je trouvais ça drôle. Ah, c'est cute, tu sais. Mais quand tu repenses aujourd'hui avec mon cheminement des associations anonymes, elle avait raison. Elle avait mis le doigt sur quelque chose. Elle avait mis le doigt sur quelque chose dans mon maudit. J'aurais dû peut-être la marier, celle-là. Est-ce que... Puis tu sais, je trouve aussi que ce qui a été peu discuté, c'est il y a un syndrome post-traumatique clair de cet événement-là. Ben oui. Tu comprends? Oui. Au-delà du fait qu'on prend et on dit les mots héros national et tout ça, premièrement, en dedans de toi, ça... Je fais juste imaginer l'état d'esprit comme alcoolique actif. La dernière affaire que tu vas entendre. L'ancien prisonnier, là. Ah, puis ça... Puis là, demain matin, il va sortir, là. Puis tout le monde me prend pour le héros, mais tout le monde sait que j'ai fait de la prison. Là, je suis devenu le zéro en dedans d'une semaine. J'ai eu peur de mourir. T'es le premier à avoir peur de mourir dans cet avion-là, le 23-24 août 2001. Puis une semaine plus tard, ils sortent mon passé que j'avais réussi à mettre dans mon jardin secret pour reprendre ma place dans la société. Puis là, demain matin, ce que j'ai réussi à garder en dedans de moi-même, tout le monde va être au courant. Hey, c'est de l'émotion sacrément gérée. Ça, ben non, mais c'est ça, je dis. Fait que c'est du post-traumatique presque en trip. C'est-à-dire que c'est non seulement l'événement comme tel qui... Non, puis tout le monde me dit, t'es le héros national. Je dis, ouais, mais monsieur... J'ai eu peur de mourir en moi. Non. Tu dis ça pour rester humble. Toi, tu dis la vérité, puis le monde ne te croit pas parce que tu as atterri cet avion-là, puis ils ne comprennent pas trop comment tu as atterri ça. Ils ne connaissent pas l'aviation, ils ne connaissent pas où tu as atterri, ils ne connaissent pas l'ampleur de l'exploit que tu viens de faire. Puis toi, ben, tu dis que tu as juste fait ta job, puis c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Puis là, ben, ils me mettent 5 pieds d'estable, puis tu leur dis non, j'ai eu peur de mourir. Puis là, personne ne veut rien savoir de ta propre émotion. T'sais? Émotivement, Robert, c'est une question qui me vient là mais tu sais, émotivement, là, quand, mettons, comme pilote de brousse, quand tu étais à Gaspé, je dis pilote de brousse, mais tu sais, ce genre de petit appareil-là et l'appareil commercial, dans la charge émotive et la charge de stress, parce que t'aimais ça, cette espèce d'adrénaline-là, ça va donner l'impression que de poser la question, c'est d'y répondre, mais est-ce qu'il y a une différence dans la charge émotive quand il y a des conditions particulières dans un plus petit avion et dans celle où tu as 200 quelques passagers? Dans la charge émotive, est-ce qu'il y a une différence? Non, pas en tout. Non? Non. Comme je t'ai dit tantôt, quand je suis sorti de prison, c'est là que j'avais eu besoin d'aide. Puis j'en avais pas. Puis quand je suis revenu du vol 236, j'avais toute l'aide au monde, puis le monde m'acceptait, puis je n'avais pas de besoin, parce que j'avais vécu la prison tout seul. J'étais encore là, mon côté l'honneur, tu comprends? Fait que je ne pouvais pas en parler à ma femme, je ne pouvais pas en parler à mes enfants, à mes frères, à ma soeur, à ma mère, à mes chums, parce que personne ne savait comment gérer ça. Tu sais, l'aviation, ils sont habitués d'avoir un crash, il y a une couple de survivants, on sait quoi faire avec eux autres, parce qu'on a cette expertise-là. Mais un avion qui se pourrait cracher et qui n'a pas craché, et qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Puis là, il ne faut pas t'oublier qu'il y a eu le 11 septembre, 20 jours plus tard. Fait qu'avec le 11 septembre, ça a beaucoup marqué les compagnies aériennes, entre autres. Fait que là, les compagnies aériennes, pour survivre, il fallait qu'ils s'occupent de leur gestion. Fait que nous autres, le 236, on été comme un petit peu mis de côté. Tu comprends? Fait que là, je gère ça tout seul, toi, là. Puis moi, je me promène sur la rue et le monde tombe à genoux devant moi et me prend pour un héros. Moi qui ai un bum qui a fait de la prison puis que j'ai eu de la misère à reprendre ma place dans la société. Il y a quelque chose qui ne rentre pas, mais le fait d'avoir passé à travers tout seul mon après-prison, puis m'avoir replacé dans ma... m'a aidé à gérer cette crise-là.
Tu comprends? C'est ça qui m'a aidé. Oui, c'est comme un coffre à outils. Tu sais, la question 1000 pièces que je dis à tout le monde, parce qu'elle n'est plus à 100 pièces, ma question est à 1000 pièces, c'est que ça veut-tu dire que dans le plan universel, quand on parle des associations anonymes, que du fameux lâcher-prise, puis tu n'as rien à faire, tout va se passer si tu es honnête avec toi-même, la rigoureuse honnêteté avec toi-même, tout va t'arriver quand c'est le temps de t'être arrivé, puis quand tu vas être prêt que ça t'arrive. Ça veut-tu dire que dans mon plan universel, à moi personnel, il fallait que je fasse de la prison pour que 16 ans plus tard, je sauve la vie de 293 passagers? Quand tu regardes ça de même, oui, ça se peut peut-être. Ça ressemble pas Parce que mal à quand ça, j'ai sorti de prison, si le monde m'avait dit « Fais-toi-en pas, un jour, tu vas revenir sur les gros porteurs », que je n'étais même pas là à ce moment-là, je dis jamais dans 100 ans, je connais le monde de l'aviation. Ils ne voudront pas de moi. D'ailleurs, ça a pris 16 ans qu'ils veulent de moi. Puis en plus, tu vas devenir l'héros national. Hey, t'en fumes du bon. Passe-moi-en, on va fumer ensemble, tu sais. Mais c'était un peu ce qui m'est arrivé. Donc, la question de 1000 pièces, c'est qu'il y avait un plan. Ça faisait pour moi. partie du plan. Mon genre de petit gars, à l'âge de 6-7 ans, qui s'est aperçu qu'il ne faisait pas partie du groupe, mais qui était un loner, puis qui a toujours fait ses affaires lui-même. Tu sais, moi, à l'âge de. Mon père était voyageur de commerce, comme je te disais tantôt, puis il était pris du cœur, tu sais, parce que dans ce temps-là, ça fait effort, tu sais. L'après-guerre, c'était une autre génération, c'est qu'ils étaient les champions, puis prendre un coup, fumer, puis, tu sais, je fais pas d'exercice, c'était même pas à mode dans ce temps-là. Non, fumer, c'était bon pour la santé, puis les œufs bacon le matin. Laisse-en pas dans ton assiette. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, puis moi, ma mère, elle disait tout le temps, là, il vient d'avoir une tempête, ton père va arriver aujourd'hui, va pelleter. Là, j'allais pelleter ça, mon âme, puis c'était à droite. À l'équerre. Il n'y avait quasiment pas un grain de neige. Tu sais, puis mon père rentrait, puis s'assisait, prenait sa bière, il se mettait à boire. Personne ne me disait merci. Je me suis rendu compte très jeune que je n'avais pas besoin de l'approbation de l'autre pour savoir que j'avais fait du bon travail. Tu sais, j'avais pas besoin de la tape sur l'épaule. Ouais. Puis ça m'a suivi toute ma vie. Fait que c'était peut-être ça a renforcé mon côté loner de m'auto-gratifier de ce que je faisais. Tu comprends? D'où ma consommation, qui disait tantôt mon bonbon, c'est que quand je me mettais dans la marde puis je m'en sortais, ça me permettait d'aller. Ça me donnait le côté. La liberté. La liberté d'aller consommer, parce que j'avais une raison de consommer. Fait que ça, c'était l'ultime. Bonbon que je me donnais à moi-même, comme je m'étais toujours auto-gratifié moi-même. Mais celle-là, c'est pas toi qui te l'étais saboté. C'était un ennui mécanique. C'est ça. Mais là, tu pouvais te faire l'ultime récompense personnelle de ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que j'ai fait ma job, puis le monde me trouve humble. Je suis pas humble. C'est que c'est pas moi qui s'est mis dans la marde. Puis j'ai été mis dans une affaire de marde, puis j'avais cette habitude-là de m'en sortir de la marde. Fait que j'étais comme... T'étais rodé. Ben, c'est comme... non, ce n'est plus moins que ça. Fait que là, c'est pour ça ma question à 1000 pièces, c'est que ça veut dire dans ta propre vie, si t'es pas content de ce que tu as fait dans ton passé, puis t'as eu une coupe de claques à la gueule, puis une coupe de coups de bête dans le front, bien, c'est peut-être ce qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Absolument. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu la personne que tu es rendue. Si tu as pris ça au sérieux, puis tu as fait un cheminement personnel pour comprendre pourquoi tu es rendu à tel âge avec telle manière de comportement, puis pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, tu sais. Ça veut dire même ce que tu as fait de pas bon dans le passé peut te permettre de faire quelque chose de bien dans le futur. Mais je dis souvent, Robert, tu sais, moi, ça a pris, mettons, 4-5 ans, tu sais, où j'interprétais mal certaines des phrases dans la littérature anonyme à propos des défauts. Bon, là, je m'attaquais à ça. Puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai fini par dire, ben il y a une portion là-dedans que je vais embrasser qui je suis. Tu sais, moi, je suis un passionné. T'es obligé. Tu pourras pas changer ça. Exactement. Moi, t'es venu au monde de même. C'est ça. Je suis compulsif. Je suis quelqu'un de émotif, très émotif. Tu sais, mais faut que j'embrasse ça, faut que j'accueille ça. Il faut apprendre à le gérer. Exactement. Puis l'utiliser à bon escient, puis de le leverager de la bonne façon. Mais oui, effectivement, qu'il y a des fois que tu dis, voyons, asti, comment ça que je suis de même? On dirait que je suis trop de même. Non, je suis de même. C'est pas trop, pas assez. Je suis de même. Moi, je me suis... Moi, le genre de gars que je suis m'a amené à perdre le contrôle sur une consommation, mais c'est le même genre de gars qu'il faut que je suis, encore une fois, qui va me permettre de rester abstinent. Ben oui. C'est pas un gars différent, là. Absolument. C'est moi qui s'est mis là, parce que c'est moi qui va s'en sortir. Mais ma personnalité reste toujours la même. C'est comme ton sang-froid, Robert. Tu comprends? Ce même sang-froid-là fait que tu réussis à passer au travers 1 an et demi de prison, mais réussis aussi à faire poser un vol avec 293 passagers qui, dans à peu près toutes les circonstances, pour avoir fait quelques recherches, dans à peu près toutes les circonstances où j'ai lu, ça n'aurait pas dû se poser, cet avion-là. T'as supposé cracher, ça c'est sûr. Fait que
c'est le même sang-froid, là. C'est pas un ouais, sang-froid différent. Ça vient, comme je te dis tantôt, de ma mère. Exactement. Alors, le front de bœuf. Le front de bœuf qu'elle avait. Puis elle a probablement tenu ça de sa famille à elle. Mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou ma arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui casse? Qu'est-ce qui t'amène justement au porte soit d'une maison de thérapie? Je pense que c'est une maison de thérapie dans ton cas, mais qu'est-ce qui casse? Ben, c'est que j'étais un gars, moi, qui s'est trop entraîné pour compenser ma consommation. Mais quand tu t'entraînes pour compenser la consommation, tu ne sais pas que c'est pour ça que tu t'entraînes. Ouais. Comme je t'ai dit tantôt, très jeune, j'ai commencé à m'entraîner. Déjà, en partant, j'ai pris ma santé. Moi, je mangeais du tofu à cette île dans les années 70. Puis mes chums me disaient, c'est quoi ça, le tofu? Quand je faisais mes vols à Montréal, il y avait une boutique qui en vendait. J'allais acheter ça là, puis je mangeais ça à cette île. Le monde ne comprenait pas que je mangeais du tofu dans les années 70. Je n'étais pas granola, mais... Très jeune, j'ai pris soin de ma santé, puis très jeune, j'ai vu que ma consommation pouvait brimer ma santé. J'ai compris ça. Quand tu es loner, tu t'aperçois des choses. Tu réfléchis. Tu réfléchis parce que tu es tout seul de ta gang. Absolument. Puis pas parce que tu vas être tout seul, mais c'est le même que ton mode de vie est. Fait que tu prends soin de toi-même tout le temps. Puis c'est ça que je me disais, un jour, quand j'ai vu que ma consommation augmentait dans le fameux 6 mois après les événements, je ne peux pas continuer à prendre un coup de main. Il faut que je parle de ça à quelqu'un. Si m'a pété sans ça, on me ramasser avec un anévrisme, ou non, on fait une crise cardiaque, ou je ne sais pas, on m'a fait un accident avec un avion parce que quand tu te lèves la brosse, c'est pas tout le temps, tu sais. C'est ça. Je me suis dit, mais il faut que j'arrête. Je savais pas quoi faire, mais je faisais partie d'une compagnie qui avait un bon programme d'aide aux employés. Cognais à la porte, comme dans le film. Cognais à la porte, j'ai besoin d'aide. Ben, on a un programme. Tu vas être le premier, encore une fois, une première. C'est toi, moi, j'ai toujours été bon pour les premières. Il dit, on va te faire rencontrer quelqu'un. Fait que là, ils m'ont fait rencontrer deux thérapeutes. Puis ça faisait pas mon affaire. Je me disais, ils essaient de me faire dire que j'étais en choc post-traumatique. Je disais, non, je ne suis pas en choc post-traumatique. L'événement du vol de 36 ne me dérange pas. J'en fais pas des cauchemars, je ne me réveille pas à nuit en soir, puis je capote pas à cause de ça. Moi, j'ai fait ma job. Le côté que je savais pas se mettre dans la marde, toujours s'en sortir, j'avais pogné la F1 de se mettre dans la marde, sortir de la marde, tu sais. Je dis, il y a d'autres choses qui me préoccupent, je ne sais pas c'est quoi. Aller jusqu'à temps que je rencontre le troisième, une madame, puis... elle m'a assis dans le coin, comme dans le film. Dans le film, c'est un gars qui le joue, mais dans la vraie vie, c'est une femme. Elle disait, c'est toi dans le coin, elle m'a te parlé. Puis là, en 45 minutes de temps, j'étais assis comme un nul dans le coin, le héros national qui relève de la brosse, qui ne comprend pas ce qui lui arrive pour une fois dans sa vie, qui ne comprend pas ce qui lui arrive dans sa vie. Puis l'autre, la spécialiste, elle m'a assis dans le coin, puis elle me dit pas un mot, puis elle fait ses téléphones, puis elle fait sa paperasse, je suis curieux, pour qui elle se prend, elle, sacrément. T'sais. Elle dit, bon, OK, M. Piché, je t'avoue, là, excusez-moi, puis là, elle s'excuse, puis la patente, puis elle voit bien que j'ai les yeux comme des... hors de toi, là. Moi, ça me chaîne du nez, puis la boucane de ça après les oreilles, là. Elle dit, écoutez, je comprends très bien votre désarroi, mais il y a un petit problème. Ah oui? Elle dit, parce que la majorité du monde qui se retrouve dans le même état que vous êtes présentement, c'est très rare qu'ils s'en sortent. Puis elle dit, savez-vous pourquoi? Je suis quasiment dit à cause, mais à tabarnak, si tu viens de me faire, c'est sûr qu'ils ne doivent pas s'en sortir. Elle dit, c'est parce qu'ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Elle dit, là, vous avez perdu votre licence de pilote, parce que quand tu te fais prendre sa brosse, ta licence de pilote est arrêtée. Puis elle dit, avec mon programme à moi, si vous écoutez ce que j'ai à dire, puis vous suivez mes instructions, je vous garantis que dans 3 mois, vous allez reprendre votre licence de pilote, vous allez revenir sur la ligne, vous êtes un pilote à part entière, comme vous étiez avant votre accident. Elle dit, le problème, c'est que j'ai un taux de réussite peut-être de 2 %. Elle dit, elle, là, quand elle m'a dit ça, ça m'a comme... tabarnak. Pour une fois, il y a quelqu'un qui me dit la vérité, puis quelqu'un qui me dit qu'il y a une marche à suivre, puis j'ai juste à suivre ça. Moi, l'honneur, il a toujours eu ses propres principes, ses propres, tu sais, marches à suivre. J'ai juste à suivre ça, puis dans 3 mois, encore une première, moi, éprouvé, moi, je suis dans le 1 % ou le 2 %, tu sais. Puis je suis embarqué là-dedans, puis 3 mois après, j'avais ma licence. Tu comprends? Puis je suis revenu sur la ligne. Tu sais? C'est elle qui m'a sauvé la vie. Elle m'a jamais dit, t'es un jeune post-traumatique, tu fais pitié. Elle m'a fait comprendre qu'à la prison, ça m'avait affecté bien plus que je pensais, que pendant l'année et demie de temps, j'étais sur le gun de peur et d'adrénaline pendant 1 an et demi de temps pour pas me faire violer, me faire sacrer une volée, me faire tuer. C'est 3 choses qui t'arrivent en prison si tu ne vois pas le non dit, le non écrit, parce qu'il n'y a pas de règle décrite. Là. Tu suis le règlement de la prison, ça c'est correct. Mais à 8 heures le soir, quand tu te ramasses dans ton bloc cellulaire, aller jusqu'à l'extinction des feux à 11 heures, dans ces 3 heures-là, c'est là qu'il faut que tu survives.
Puis la survie que j'ai développée plus qu'un autre à cause des événements obligatoires m'a permis de survivre le 236 quand le deuxième moteur a arrêté. Là, c'est là que ça s'est joué. Le monde me prend pour un héros parce que j'ai atterri un avion sur un île. Ça, j'en connais 3-4 de mes chums, des collègues de travail qui auraient été capables de faire la même affaire. C'est pas là que ça joue. C'est quand le deuxième moteur a arrêté. C'est là que le cœur m'a arrêté. Hey, t'es au-dessus de l'eau de nuit, hein? 33 000 pieds dans les airs, tu pèses 150 tonnes, tu as 293 passagers, 12 membres d'équipage, t'es au-dessus de planer, au-dessus de l'eau, de nuit, plein milieu de l'Atlantique, aucune chance de t'en sortir, aucune porte de te sortir. Hey, je te dis-tu que t'es dans la marde, là? Puis là, t'es pas dans la marde que m'en sortir, m'a peut-être bien mangé une claque sur la gueule ou un coup de batte dans le front. M'a mourir. Là. Quand m'a touché là, m'a mourir. Puis c'est là que mon côté front de bœuf, ouais, tabarnak, je le dis dans le film, là, ou dans ma biographie, ouais, tabarnak, c'est demain que ça va se passer, ben Chris m'a me battre jusqu'au bout. Mon côté prisonnier, toujours, hey, qui vive sur le gun. Sur le gun pour m'en sortir, je suis devenu sur le gun. Mais ça, c'est subconscient. J'ai rien fait pour ça. Moi, j'ai juste fait 1 an et demi de prison. Tu sais, non, c'est juste une switch qui j'ai pas fait la puis... prison pour que ça m'arrive. Mais la tête a switché. Je disais, hey, n'offre-toi pas. T'as déjà été sur l'adrénaline. Moi, j'ai eu 2 attentats contre moi en prison que j'ai obligé de faire face tout seul. Puis j'ai chié dans mes culottes, puis je m'en suis sorti. Hey, tu vas peut-être encore chier dans tes culottes, là, mais je me souviens de l'adrénaline que je t'ai donnée en prison. Là. Je vais te la redonner. Tu as déjà vu dans une situation différente. Mais côté émotionnel, c'est la même maudite affaire. Tu t'en vas mourir. Tu t'en vas au bûcher. Fait que bats-toi jusqu'au bout comme tu t'es battu là. À force de me battre, l'avion restait... Je gardais l'avion dans les airs le plus haut possible. Puis plus que je la gardais dans les airs, plus je m'approchais de l'île, plus l'adrénaline montait, plus que je savais que j'allais pouvoir tenter un atterrissage. C'est un bout de terre, c'est une plage, c'est une route. Puis plus que j'approchais, plus je disais, hey, je vais me rendre jusqu'à l'aéroport. Puis d'un coup, j'étais sûr et certain de me rendre jusqu'à l'aéroport. Je te le dis, là, Alexandre, là. Le côté euphorique de l'adrénaline maximum qu'un être humain peut vivre, là. Moi, je sais, Armstrong, ce qu'il a ressenti quand il a atterri sur la Lune. Tu comprends-tu? C'est un sentiment extraordinaire. Moi, je suis privilégié d'avoir senti une fois dans ma vie le sentiment de l'être humain de sauver sa propre vie dans une situation, dans un des scénarios les pires que tu peux pas être. Puis, tu as le contrôle. L'adrénaline te fait dire que tu as le contrôle du scénario. Que tu es au-dessus de ça. Tu es au-dessus de ça, qu'il n'y a rien qui va t'arriver. C'est un sentiment. Cette charge-là, elle arrive comme tout le long ou elle arrive quand tu te poses? Non, tout le long du 18 minutes de vol 18 plané, minutes. Là, quand j'ai su que j'allais faire l'île, là, ouais. J'aurais aimé rester. Tu m'aurais demandé d'atterrir là en envers, je pense que je l'aurais atterri en envers, puis j'aurais sauvé tout le monde pareil. C'est un phénomène, là. Moi, je comprends les gars de sport extrême qui se tuent, là. C'est qu'ils touchent à cette adrénaline-là naturelle maximum un peu. Puis le gars, il recourt après parce que c'est pas venu naturellement, il l'a provoqué. Ouais. Moi, je l'ai pas provoqué. Elle m'est arrivée naturellement. Pour ça, je te dis, Neil Armstrong, quand il est venu pour allumer, puis on dit, allunie pas, là, l'ordinateur s'est trompé. Il dit, je vais le prendre manuellement, il m'a l'atterri. Il y avait 3 secondes pour décider. Il l'a pris manuellement, puis il l'a atterri manuellement. Tu sais, son cœur battait moins vite que quand il est décollé. Non, mais tu sais, c'est pour te dire que le gars, il avait le contrôle. C'était le gars parfait. C'était le gars parfait pour faire ce qu'il a fait là, tu sais. Mais moi, j'ai ressenti cette adrénaline-là, tu sais, maximum. Tu sais, il y a Tiger Woods qui parlait avant ces événements, là. Il parlait de la zone. Oui. Il y a le temps ralenti. Pourquoi qu'un type, un journaliste, il avait demandé, il dit, pourquoi qu'un type de race noire comme toi réussit dans un sport de blanc, puis tu fais toujours le coup, là, 2 coups qui te permettent de gagner. Puis le coup que tu fais, c'est pas un petit roulé de 2 pieds, là. Tu fais un coup extraordinaire que jamais personne n'a vu. Pourquoi Tiger Woods est encore si populaire? Parce que dans son prime time, il dit, moi, je rentre dans une zone, puis je deviens un club. Et c'est dur à expliquer, mais quand je frappe la balle, je sais exactement ce qu'elle va aller parce que c'est moi le club qui frappe la balle. Tu comprends? Ben moi, ce soir-là, là, quand j'ai entendu ça de Tiger Woods, je suis devenu l'avion. D'une manière simple à expliquer, là. Je suis devenu l'avion, puis l'avion faisait ce que moi, je voulais qu'il fasse. Puis il n'y avait pas de manière de pas... Je m'en sortirais pas, pour m'en sortir. Tu sais, je veux dire, tout ce que j'ai fait, c'est un atterrissage. Ça fait 35 ans que j'atterris des avions. C'est ça. Du premier coup. Pourquoi que celle-là, je la manquerais? Alors, c'est sûr que dans ma contrainte psychologique, j'ai pas le droit à une deuxième chance, comme dans la vraie vie, que tu remets les gaz, tu remontes, tu reviens.
Mais je n'ai rien à foutre d'une deuxième chance. Je n'ai pas besoin de la deuxième chance. M'atterrir. That's it. Mais c'est une manière simple de l'expliquer, mais ça, c'est l'adrénaline, le sentiment, le privilège d'avoir ressenti ça un jour. Tu sais. Puis le problème que j'ai aujourd'hui, parce que ça fait quand même 19 ans que c'est arrivé, on fait 19 ans au mois d'août que c'est arrivé, là, c'est que je cherche plus cette adrénaline-là. L'adrénaline qui m'a amené à perdre le contrôle sur une substance, je le cherche plus. Mais tu le cherches plus du tout? Pas en tout, parce que j'ai vécu le maximum qu'un être humain peut pas vivre. J'étais allé au top. Fait que t'es rassasié. Je suis rassasié de ce côté-là, mais l'envers de la médaille, c'est que j'ai de la misère à être heureux. J'ai de la misère à la course du bonheur. Qu'avant, je prenais un coup, j'étais heureux. Là, même ça me dérange. Même ça ne m'amène pas au côté de l'adrénaline que j'ai ressenti. Fait qu'il faut que je trouve des petits moments de bonheur qui m'arrivent à l'improviste. Pour te dire, tantôt, j'étais avec mon fils, on est allé déjeuner avec mon fils et ça retournait travailler. Puis m'en venait ici, pourtant, je suis dans la merde, il fait beau, puis, tu sais, je voulais pas arriver en retard. Puis pendant 5 minutes, ça a 30, je sais pas pourquoi, j'ai eu un sentiment de bien-être. Super, je venais de te rencontrer, j'allais parler de ma 12e étape, puis j'allais passer le message. Fait que t'as accueilli ça. J'ai accueilli ça pendant 5 minutes, puis je sais que ça va partir. Ça a parti 5 minutes plus tard, mais je me suis senti bien pendant 5 minutes. Chose qu'avant, je le provoquais tout le temps. Ouais. Fait que jamais j'étais capable de, tu sais, j'étais tout le temps en farce. Moi, la Formule 1 ne m'intéresse pas parce que quand Gilles Villeneuve a couru à l'île Notre-Dame puis a gagné sa course, j'étais là. Je l'ai vu passer avec le drapeau. Fait que moi, ça ne m'intéresse plus. J'ai vu Serge Chavard à leur 5e Coupe Stanley en 78 passer au Forum devant moi à 10 pieds avec la coupe dans les mains. Moi, le Canadien, ça me tente plus d'aller les voir. Je les ai vus dans leur prime time. Ouais. J'ai vu Ferragamo se passer avec la Coupe Grey au stade olympique dans une tempête de neige terrible, puis il avait gagné la Coupe Grey, puis il a passé devant moi. Puis j'étais invité par le père d'un de nos chums. Je l'ai vu avec la Coupe Grey dans les mains, à 10 pieds de moi. Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait de l'armée sous-marine, c'était à Hawaï, dans un carreau multicolore. Comment tu m'amènerais dans le fleuve? J'ai connu le maximum en partant. Oui. Fait que ça crée quoi, comme une monotonie? Ouais, c'est que tu ne recherches plus ça. Tu comprends? C'est ce que lui, il va rechercher. Le gars qui veut faire de la plongée sous-marine, ça devient sa passion. Ouais. Il cherche l'ultime moment parfait pour dire, mais c'est pour ça que je me suis entraîné pour voir ça. Mais moi, je l'ai vu, ça, en partant. J'étais un gars qui a toujours eu une bonne étoile, que le monde dise, tu sais. Mais ma chance, je l'ai toujours faite avec mon cheminement que je fais depuis 18 ans que je suis dans le mouvement. J'ai été rigoureusement honnête avec moi-même, même dans ma consommation. Fait que même sans le savoir, presque, t'as rempli une bonne partie de ta bucket list, là. Ah ouais, un paquet de bucket list. Ah ouais, ça c'est... J'ai de la misère à la trouver, la prochaine bucket list. C'est ça que j'allais dire. Fait ouais. que si je te pose la question, tu sais, pour justement rappeler ça, mais comment ça va aujourd'hui? Tu sais, parce que ça m'inquiète, mais tu sais, ça me fascine de savoir que, tu sais, cette monotonie-là, sans avoir nécessairement une soif de provoquer les pics ou les vallons de ça devient-tu plate? Non, dans un meeting d'association anonyme, quand je partage, ils sont 200 devant moi, là, passer le message, ça me fait triper. OK. Fait que là, tu réussis à regonfler ça. Oui, parce que c'est à la seule place que je suis bien. Oui. C'est à la seule place que quelqu'un ne peut pas se lever et me juger. Parce qu'ils sont tous comme moi. Ils ont tous la même maladie. Fait que je peux dire, mais il faut que je dise la vérité, par contre. Oui. Fait que je parle de ma maladie, je parle de d'où elle vient, je parle comment je l'ai assimilée, comment je l'ai amadouée, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour rester abstinent. Puis ça me fait du bien d'en parler. Puis je leur dis, si ça ne vous a pas fait du bien, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait du bien Exactement. de vous le dire. Tu comprends? Puis les voyages que je fais avec ma femme, moi, vu que j'étais à mon rêve quand j'étais TQ, bien, je continue un voyage là. Je m'en vais en Inde jeudi pour 1 mois. On se paye un beau voyage 1 mois. J'arrive du Groenland. Ça fait des années que je rêvais d'aller au Groenland. Les espaces, les grands espaces. Tu sais, j'ai une fondation qui s'appelle la Fondation Robert Piché. Puis j'ai organisé bien des treks à travers la montée des montagnes. Puis je me suis aperçu quand je suis arrivé au K2, puis tu passes dans la vallée de Karakoram, là, puis il y a des 8000 mètres là, à côté de toi. Là. Puis je me souviens toujours, c'est une fille qui est comique. Ça donne que je me retrouve tout seul dans une trail, puis il n'y a personne en avant, peut-être pour 1,5 kilomètre, personne en arrière, puis la trail est droite. Puis tout seul, puis il me pogne une envie de numéro 2. Je dis, bon, ben, m'aller en arrière d'une roche. Là, je suis assis, mon homme, à 5000 mètres, avec des montagnes de 8000 mètres chaque côté, dans un espace qui n'a aucun son. Il fait beau soleil, je suis en train de faire le numéro 2.
J'ai dit, tabarnouche, je vais mourir ici, là, puis j'aurai tout vécu. Ça va être correct. Ça va être tout vécu. Tu comprends? C'est juste des moments de même qui fait que j'apprécie la vie aujourd'hui. J'ai plus besoin de me mettre dans des situations extraordinaires. Qu'est-ce que tu mets, dans le fond, dans ta bucket list? Tu as parlé de l'Inde, ça devait faire partie des voyages que tu voulais te taper, mais pas... Ça fait 4 fois que je vais en Inde, mais je suis pas rassasié. Ouais. J'arrive dans un chaos, puis le délinquant que j'ai été, puis le loner que j'ai été, moi, vivre dans un chaos, c'est là que je performe le mieux, tu sais. C'est là que je vois que maintenant, il faut que je m'occupe de moi-même. J'ai jamais pris le temps de m'occuper de moi-même toute ma vie. Ça tourne pour les autres, les enfants que j'ai eus, puis, tu sais, mais maintenant, je m'occupe de moi-même, puis aller au Groenland, puis aller en Islande avec ma femme, c'était mon voyage à moi que j'avais choisi. Je n'avais pas choisi parce que ma femme voulait aller là, mes enfants, je les emmenais en voyage. C'est moi qui est allé, tu comprends? Là, je m'en vais en Inde de la même manière que ma femme. Puis tout ce qu'on voyage depuis que j'ai pris ma retraite depuis 2 ans, c'est tous des voyages de même que je fais. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, de la manière que je veux le faire. Tu sais, c'est une liberté totale, tu sais. Quand tu montes des montagnes, là, tu t'aperçois que ton arrêt de consommation, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, des fois, qui ont de la misère à faire la corrélation, c'est que le gars qui se lève le matin et il fume des cigarettes, un gars qui fume la cigarette, il se lève le matin, il travaille de 9 à 5 dans un bureau dans le centre-ville, là. Lui, la première chose qu'il fait en se levant, là, il planifie ses cigarettes dans la journée. Mm-hmm. Quand est-ce qu'il va pouvoir fumer? Puis ça, mettons qu'il y a un meeting à 9h30, c'est pour finir à 10h15. Il sait qu'à 10h16, il va être dehors en train d'en fumer une parce qu'il va pouvoir prendre un break entre la sortie du meeting pour retourner travailler. Mais là, il est rendu 10h30, puis le gars qui parle en avant, il n'est pas fini. Penses-tu que ces 15 minutes-là, le gars, il écoute ce que l'autre dit en avant? Il pense juste à aller fumer. Tu comprends? Fait que le gars, il n'est pas libre. Il est aliéné par sa cigarette, mais il ne pense pas parce que c'est un besoin physique qu'il a. Ben moi, j'essaie de faire penser au monde quand je leur parle de mes voyages. La liberté que j'ai pendant un voyage, elle correspond à la liberté que j'ai depuis que j'ai arrêté de consommer, que c'est plus dans ma tête de consommer. J'ai pas besoin de planifier mes brosses, planifier quand est. Non, ça me donne une liberté totale de faire ce que je veux présentement à la retraite. Puis c'est pour ça que j'aime voyager encore aujourd'hui, parce que quand tu voyages, la priorité, c'est de faire attention à ta propre sécurité et à la personne avec qui tu es. Parce que tu es dans un milieu que tu connais pas, tu es en dehors de chez vous. C'est hostile. Tu es hostile, tu n'es pas un coup de téléphone. Fait qu'un peu comme quand je suis rentré en prison, il y a des noms dits, des noms écrits. Que chaque pays, c'est différent. Faut que tu t'identifies. Faut que tu t'identifies. Puis ça me fait triper parce que toute ma vie, j'ai fait ça. Tu comprends? Fait que là-dedans, je suis bien. Quand je vis dans le chaos, moi, je suis bien parce que je suis capable de respecter les noms dits et les noms écrits parce que ça m'a sauvé la vie souvent. Puis ça, j'aime bien me mettre dans ces situations-là. Me préoccuper de ma propre sécurité, d'être responsable de ma propre sécurité, puis en même temps d'être libre de mes mouvements devant du monde que je ne reverrai jamais. Puis la vigilance, c'est une aptitude. Ah ouais. Tu comprends? C'est une qualité, la vigilance. Ben, tu sais, je reviens toujours à ma mère, tu vas trouver ta avec ma mère. Mais il fallait qu'elle soit en maudit dans les années 30, dans le temps de la crise. Elle arrivait toute seule ici, à Montréal, puis se trouver une place pour rester, puis commencer à travailler. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas jamais retourné chez eux, là. Elle a rencontré mon père à 28 ans, 11 ans plus tard. Elle a rencontré mon père, puis elle avait fait sa vie, elle, là. Tu sais, je veux dire, que ses sœurs étaient restées en Gaspésie. Tu comprends? Ben oui. Mais c'est ça. Ces forces-là, quand on les identifie, puis on les embrasse, d'aller après ça, c'est comme tu parlais de la vigilance, puis de. Tu sais, moi, on a un couple d'amis qui habite à Haïti, puis on est allé 2 fois. Puis il y a quelque chose là-dedans, moi, cette espèce de. Tu parlais de chaos, si eux autres sont dedans, là, tu sais. Il y a quelque chose, effectivement, là-dedans qui, moi, me rend curieux. Ma femme, ça l'attriste, elle trouve ça tough, elle a raison. Mais moi, il y a quelque chose qui pique ma curiosité énormément. Tu sais, il y a quelque chose qui. Pas qui m'apaise, là, tu sais, Chris, ça serait mentir. Il y a quelque chose qui t'attire là-dedans. Oui, il y a quelque chose là-dedans de... où est-ce qu'il faut que tu aies les yeux partout, il faut que tu sois comme sur le bout de tes orteils, il faut que tu comprennes... Mais c'est ça que tu as fait dans ta consommation sans t'en rendre compte. Exactement. Tu sais, qu'il fallait que tu te watches, pas le monde ne s'aperçoit pas que tu es sur la brosse, que tu as fumé un joint, puis que tu continues à performer pareil, puis sans vouloir, tes 5 sens étaient allumés, puis tu étais sur l'adrénaline, puis c'est pour ça que tu consommais inconsciemment. Mais aujourd'hui, il faut que tu te comprennes que ça t'a emmené sur le bord de la déchéance. Absolument. Parce que tu cours trop. J'avais un thérapeute, moi, quand j'ai fait ma thérapie. Il disait, la vie, c'est un cercle. Tu viens au monde, tu es en haut du cercle, puis tu avances dans la vie, puis tu prends ton expérience, ton éducation. Puis à un moment donné, tu fais face à un problème. Si ça ne t'est pas expliqué très jeune comment faire face à un problème et le résoudre, tu t'aperçois qu'en consommant, comme je disais tantôt, à 15-16 ans, quand j'ai fumé ma première puff, je me disais, ben là, tu prends un shortcut pour la réalisation de ton problème.
Mais dans le fond, le problème n'est pas réglé, mais ta consommation te fait dire que tu l'as réglé, le problème. Exactement. Mais là, le lendemain matin, le problème est plus gros, mais tu as fait un autre shortcut pour pouvoir faire face à ce plus gros problème-là. Oui. Fait que tu ne le règles jamais, ton problème. Aller jusqu'à temps que la déchéance t'amène soit à la prison, soit à la folie, soit à la mort. Hein. C'est de même que ça marche. Hein, ça. Robert, merci énormément. Ben, ça me fait plaisir. Moi, voyons. vraiment, tu sais, c'est ça. Ce projet-là, c'est un projet de un membre. Ben, c'est comme pour tous ça les que j'ai membres. accepté. Iliane m'en avait parlé un peu, puis le patent, je me suis dit, ça vaut la peine d'aller parler à son micro, puis donner un peu de, tu sais, en parler, puis Exactement. diffuser, puis passer le message. Je fais de ma 12e étape en venant ici ce matin. Puis comme je te disais avant de commencer à enregistrer, tu sais, pour moi, c'est toutes les façons qu'on a trouvées, comme tous mes invités, à se sauver le cul. Ouais. Puis il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plein de bonnes réponses. Ouais. Puis à toutes les fois que j'ai un nouvel invité, ben, tu sais, j'apprends plein d'affaires. Tu sais, puis on parlait du film de Bill, puis tu sais, ça prend beaucoup de mon temps, ce projet-là, puis tout ça. Puis après ça, je me suis inquiété sur ma régularité dans des salles de meeting. Tu sais. Puis je m'étais retapé le film entre-temps. Puis là, j'ai réalisé qu'à 5 heures, grosso modo, là, entre 4 et 5 heures par semaine d'interaction avec souvent des membres, mais certainement des gens qui sont Ça abstinents. fait ton meeting. Forcément, je suis partages en là-dedans. direct. Ah ouais, Exactement. ben ouais, Fait que, tu sais, je fais du Bill et Bob, comme dans le temps, mais live dans un nouveau médium, dans une nouvelle technologie. Fait que je te remercie, tu fais partie Moi, de ça me fait l'aventure. plaisir. Tu sais, puis pour terminer, peut-être, on parle du film de Bill et Bob là, que j'ai vu, bien entendu. Puis, il y a deux choses, moi, que j'ai remarqué dans ce film-là qui m'a bien trop marqué. Quand Bill était au chevet de Bob, Bob était en train de mourir, puis l'autre, tu vois bien que ça l'affecte, Bill. Là. Puis l'autre, il dit, garde ça simple. Ça m'a fait capoter. Puis la deuxième, c'est quand il est sur la côte ouest américaine, puis on va faire un meeting. Puis c'est drôle, il dit à sa femme en s'assisant dans le meeting, personne ne m'a reconnu. Elle dit, reste assis puis fais ton meeting. Ça m'a... C'était écœurant. Puis c'est dans les 10 dernières minutes quasiment du film. Ça m'a... Et c'est des grandes leçons d'humilité même de le gens. membre fondateur, le gars qui nous a mis sur la route, le gars qui nous a sauvé la vie, Exactement. par son mode de vie, puis sa méthode, même là, il se fait prendre dans son propre jeu. Tu sais. Puis heureusement aussi. Ah ouais, heureusement que les membres fondateurs ont eu cet éveil-là de comprendre que l'humilité, c'était la clé. Fait partie de C'est la ça. chose. Tu sais, puis en plus, pour finir ça, il s'assied au côté d'un gars, c'est son premier meeting, puis il est bien nerveux, puis il se met à y parler, puis il réalise qu'il n'a pas besoin de dire qu'il est Bill W. Exactement. Tu sais, puis sa femme dit, tu vois, là, tu viens d'aider quelqu'un, puis c'est ça, le but de la manœuvre, c'est de passer le message puis aider celui qui souffre. Exactement. Puis c'est pour ça que... C'est ça qui fait, puis c'est tout à ton honneur. Merci énormément, Ça fait plaisir, Robert. Alexandre. Merci. Merci. Salut.